Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant ? Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Poker XY Showdown. Ce soir nous avons deux invités, une joueuse professionnelle, Vanessa Elbouic, qui viendra nous parler de son parcours, et Olivier Chéniard, agent de joueur, qui viendra nous parler de son métier. Nous sommes en compagnie de Christelle et de Lorenzo. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous allez nous proposer une actualité, Lorenzo. Tu nous fais les titres de l'actualité ? Ouais, alors on va proposer une actualité donc en revenant sur un livre qu'on a à peu près présenté la semaine dernière. La dernière fois, il faut dire qu'on n'a pas eu le temps de tout présenter puisque Philippe Corza est un gros parleur. Voilà. Non, on n'a pas eu vraiment le temps. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment le temps. On a été reçu chez Philippe Corza la semaine dernière, donc on n'a pas eu le temps de le présenter. Donc on reviendra sur ce livre Lost Vegas, voilà, qui va nous présenter les dessous un petit peu de Las Vegas. Et on repartira sur de l'actu chaude, puisque cette semaine, et notamment aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont passées dans la planète poker. Donc tout d'abord une émission télé qui s'appelle Cash or Play, voilà, où on reviendra un petit peu sur le principe un peu plus tard. Le World Poker Tour de Johannesburg qui vient de commencer aujourd'hui. La régulation des jeux en ligne avec l'Argel qui a accordé une interview auprès de Club Poker. Ouais. Et une petite info sur Anthony Lelouch qui devrait quitter Winamax dans les jours qui viennent. Ah. Voilà à peu près ce qu'on va aborder aujourd'hui dans les news de l'émission. Ok. Christelle, tu vas nous présenter Je vais vous Oui. Olivier Chéniard, je crois. Oui. Ouais. Qui est un joueur de poker, mais aussi un gérant d'une société de communication événementielle. Ouais. Et surtout l'un des fondateurs The de Corporation. The Corporation. The Corporation qui s'occupe de toute une série de services pour joueurs professionnels. Et comme on rêve tous de décrocher un jour une grande victoire, j'ai trouvé que les services offerts par The Corporation valaient qu'on s'y intéresse. Voilà. Ok, très bien. De retour dans l'émission Poker XY Showdown, en compagnie d'Olivier Chéniard. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment ça va ? Bien, très bien. Très bien. On a eu le droit à ta petite présentation par Christelle. Ouais. Je crois que c'est elle qui va commencer l'interview. Oui. Ah, bonsoir. On est parti. Bonsoir Olivier. Bonsoir. On est ravis de te recevoir ce soir sur Poker XY Showdown pour découvrir tes différentes vies, très différentes, mais toutes passionnantes. On va commencer ton parcours avec ton parcours personnel, si ça te convient. Oui, parfaitement. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation de Olivier Chéniard ? Oui, je vais vous faire ça. La présentation, écoute, je vais te passer les études. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Disons qu'après le bac, j'ai... Ouais, parce que tu dis qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Ils n'ont pas voulu de moi, ils ne m'ont pas gardé. C'est ça. Les dernières années juste avant le bac ont été un peu agitées, on va dire. Ouais. Ça m'a permis de découvrir différentes écoles, leur façon de travailler, de fonctionner, c'était très très bien. Ouais. Donc après ce fameux bac, j'ai intégré une école de publicité, et graphique de la pub, pas le côté marketing. Ouais. Et puis au bout j'ai fait d'abord une prépa art déco, ensuite j'ai fait donc cette école de publicité, et puis en dernière année, je me suis aperçu qu'en réalité, j'avais pas très très envie d'intégrer une agence, donc j'ai commencé à organiser la soirée de l'école. C'est une des rares écoles dans Paris qui n'organisait pas sa propre soirée, donc je m'en suis chargé. Ça m'a plu, ça m'a même permis de gagner un peu de sous, et donc du coup je me suis dit que c'était à refaire, et donc après être parti en vacances, avoir bien dépensé l'argent gagné au cours de cette soirée, j'en ai remis une petite en préparation pour la rentrée. Celle-ci, elle m'a coûté beaucoup plus cher que la première, parce que non seulement j'ai payé d'argent, mais j'ai vraiment perdu une tonne. Ah ouais, et donc, je croyais qu'ils avaient tout cassé. Non, ils n'ont rien cassé. C'est ça. Dans la tête. Et je me suis mis à réfléchir à la façon d'organiser des soirées et de gagner de l'argent. J'ai fini par trouver. Donc après, pendant plusieurs années, j'ai travaillé notamment en boîte de nuit à l'époque, pour ceux qui... Ouais, tu peux citer les noms. Y a pas... des boîtes de nuit branchées de l'époque, comme le Palace, le Central, etc. J'ai fait beaucoup de soirées, et puis rapidement, je me suis mis à organiser des événements pour les entreprises.
Et donc, ça fait maintenant une vingtaine d'années à peu près que j'ai monté une société qui s'appelle Guerilla Organisation, Ouais. Qui fait de l'événementiel, à quoi. travers laquelle j'organise des événements d'entreprise, des événements professionnels, donc des soirées, des séminaires, des choses comme ça, voilà. Et puis, eh bien, ma passion du poker s'étant révélée en même temps que Patrick Bruel a commencé à passer sur Canal+, avec son WPT. Je me suis mis à jouer, à apprécier ce jeu, à rencontrer des gens. Petit à petit, donc, on a ouvert au sein de l'agence d'événements un département poker spécialisé pour proposer aux entreprises de leur organiser toutes sortes d'événements autour du poker, donc c'est-à-dire les soirées festives, mais aussi des séminaires, des formations, enfin des tas de choses comme ça. Ce département s'appelle Corporate Poker, Corporate avec un K. Mhm. Et puis ça fonctionne très bien, c'est vrai que c'est un petit peu à la mode, voilà, donc on a beaucoup de succès auprès des entreprises avec ce département. Et puis il y a 2 ans maintenant, j'ai également créé avec 2 associés une société qui s'appelle The Corporation, toujours avec un K, qui est une boîte d'agents, de joueurs. Et donc nous nous occupons de gérer, on va dire, la carrière de quelques joueurs professionnels que l'on a dûment sélectionnés, limité volontairement au niveau du nombre. Ouais, vous les avez sélectionnés comment? Cette sélection, c'est moi en fait qui m'en suis occupé, puisque mes 2 associés qui ont énormément de qualités professionnelles, mais par contre pas beaucoup de connaissances, en tout cas une connaissance pas très approfondie du poker. Ouais. Tout ce qui concerne le poker pur, c'est moi qui le gère. Et donc, simplement en regardant ce qui se passait, en discutant avec les gens, en voyant les résultats online, les résultats live, voilà, j'ai commencé à cibler des joueurs. Ouais, tu t'es basé sur ces critères-là, quoi. Oui, sur des styles différents, sur un potentiel de résultats importants. Voilà, je crois que pour ceux qui connaissent les joueurs dont on s'occupe, personne ne pourra dire Tu qu'il y peux a les des citer aussi, joueurs il n'y a pas de problème, Olivier. Hein. Ah, je peux les citer, oui, avec grand plaisir. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a évidemment un site pour cette agence de joueurs. Donc, le site, c'est www.thecorporation avec un K. Avec un K, ouais. On diffusera sur notre Facebook, hein, sans problème. Ouais. Et sur ce site, on explique un peu tous les services de l'agence. Et il y a notamment une rubrique Team Pro sur laquelle vous pourrez voir apparaître les portraits des 9 joueurs dont on s'occupe actuellement. Donc il y a par ordre alphabétique Johan Aubé, Nicolas Cardin, Aubin Casal, Germain Gillard, Antoine Labatte, Florent Leprovost, Jean-Jacques Mars, Émile Petit et Antoine Saout. Voilà, donc certains d'entre eux sont très connus, oui. d'autres un Antoine petit peu Saout, moins, mais Jean-Jacques Mars, un c'est des gros gens talent. Et il y a Moi, une. j'ai pas entendu. Je dis Antoine Saout et Jean-Jacques Mars, c'est des joueurs très connus, c'est clair. Oui, mais maintenant, je pense que Aubin Casal, avec son bracelet gagné à Vegas cet été, est très connu. Je pense que Nicolas Cardin le devient vraiment de plus en plus parce qu'il a effectivement des résultats, un potentiel très important. Et puis online, je pense que tous les grinders online connaissent Germain, c'est Germain 133, connaissent Florent sous le pseudo de Jacadi. Et connaissent même pour la plupart Antoine Labatte qui en ce moment est en Thaïlande. Son pseudo c'est MPAV. Ouais, moi je suis passé sur votre Facebook. Je suis passé sur votre Facebook, j'ai vu ça, qu'il a fait un super truc. truc. Il vient de réaliser une performance, une double performance assez incroyable, puisqu'il a gagné le mois dernier, la semaine dernière, le Bigger 109 de PokerStar.com pour 48 000 $, je crois. Et dimanche dernier, là, donc 8 jours après, il a fait 2e du warm-up pour un peu plus de 80 000 $. Donc ça lui fait 8 jours à 120 000 et je crois que c'est assez rare ce genre de performance. C'est pas mal, ouais, c'est clair. Ouais. Il y a une signification particulière pour le cas dans The Corporation. Il y a une signification particulière pour le cas dans The Corporation. Il faut l'avoir mis en avant, oui. Non, c'était simplement pour rappeler, pour avoir un petit côté cave comme poker, et puis également parce que Corporation avec un C existait déjà. Oui. Pour différentes raisons, mais il y avait notamment une association de joueurs de poker américains professionnels de très haut niveau qui s'était créée pour aller affronter il y a quelques années un milliardaire sur des parties very high stakes
en cash game live. Et cette association qui regroupait Doyle Brunson, enfin la plupart des Phil Ivey et compagnie, tous les plus gros joueurs de cash game du monde de l'époque, ils s'étaient auto-proclamés The Corporation, mais avec un C. Donc, c'est bien nous, on est The Corporation avec un K comme poker. Ce qui est devenu monnaie courante maintenant. Ces joueurs-là rencontrent beaucoup de milliardaires. Il suffit de proposer le prix, quoi. Oui, c'est ça. Le prix de la partie et des cas. Ouais. Exactement, mais ils avaient été obligés, les blindes étaient tellement élevés à l'époque pour cette partie-là. De se mettre à plusieurs, ouais. Voilà, ils s'étaient regroupés à plusieurs, et comme c'était un match sous forme de heads-up, c'était d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois Jennifer Harman qui avait été désignée pour affronter le milliardaire, mais ils étaient tous cotisés pour être sûrs de ne pas risquer ou très peu risquer de se retrouver broke dans cette partie. Voilà, avec des blindes vraiment monstrueuses. Okay. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour donc, de la fin des études jusqu'à la création progressive de ces trois sociétés. Si vous avez des questions, je suis disponible. Alors nous retrouvons Olivier, oui, pour parler de The Corporation et pour savoir qu'est-ce que The Corporation exactement. Alors, bien donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on s'occupe de la carrière de joueurs professionnels. Je vous les ai cités. On s'occupe également de gérer certaines opérations avec des personnalités du poker. Là, c'est plus difficile de les citer parce que certaines préfèrent qu'on n'en parle pas, enfin, qu'on fasse les opérations mais sans spécialement citer leur nom. Donc on va préserver leur anonymat et puis on n'en a pas organisé des tonnes non plus pour être très honnête. Ouais. Alors 3 opérations, donc voilà. Mais en tout cas, sachez que ça se fait. Plus généralement au niveau des services donc, que l'on propose aux joueurs, parce que c'est ça qui est le plus important, la partie la plus importante de notre travail, et bien on essaie de leur offrir en fait un ensemble le plus complet possible de services en lien direct avec leur activité, leur carrière de joueurs professionnels de poker, dans le but en réalité de simplement leur permettre de se focaliser à 100% sur leur jeu, d'être le plus performant possible. Ouais, que ça change rien, quoi. On a un objectif final, nous, qui est de leur trouver un contrat de sponsoring. Alors effectivement, les temps sont durs, pour pas dire très très durs en ce moment, mais voilà, on s'accroche. On a déjà 2 joueurs qui sont ou viennent tout juste d'être sponsorisés. J'espère pouvoir annoncer d'ici la fin de l'année une ou 2 bonnes nouvelles supplémentaires au moins. Voilà, donc nous, notre boulot, c'est ça, c'est de leur permettre de se focaliser sur leur jeu. Donc on leur propose toute une gamme de services, à savoir un avocat spécialisé. Un de mes 2 associés, Jean-Jacques Bertrand, est un avocat spécialisé dans le droit du travail et le droit du sport notamment depuis de longues années. Je crois qu'on peut dire même que c'est certainement l'avocat spécialisé dans le sport numéro 1 en France. Ouais. Donc, pareil, sur le site, vous pourrez voir un petit peu son parcours et surtout avoir un lien direct. On l'a mis sur notre Facebook, hein, si les gens veulent aller voir, il est sur la page de Poker avec Shodan. Hein. Exactement, donc les gens peuvent tout à fait voir de qui il s'agit. Et puis l'autre associé, Emmanuel Lacroix, est à la base gestionnaire de patrimoine, mais il a aussi une licence d'agent sportif, en l'occurrence spécialité football. Donc il a effectivement lui aussi tout un tas de connaissances et de qualités professionnelles qui sont mises au profit des joueurs dont on s'occupe. Donc il y a tous ces services-là d'avocats, experts comptables, assistance juridique. On a Emmanuel donc, qui s'occupe éventuellement de la gestion de patrimoine quand certains de nos joueurs ont des sommes importantes, plutôt que de les laisser à droite ou à gauche, n'importe comment, c'est quand même mieux qu'elles soient placées et placées correctement. On a un rôle également d'attaché de presse pour nos joueurs, de façon à les médiatiser le plus possible et de la façon la plus intelligente possible. Ouais, c'est-à-dire, vous faites comment ? C'est-à-dire qu'en fait, on gère pour eux toutes les demandes, notamment les demandes d'interview, que ce soit les radios, les magazines, les sites d'infos sur Internet. Donc on gère ces demandes-là, ou on les suscite d'ailleurs. Ouais. On place certains de nos joueurs en fonction de la demande des différents médias avec qui on est partenaire. On va placer tel ou tel joueur sur tel ou tel média. Donc on en a qui vont écrire des articles réguliers sur des sites Internet, comme Jacques Addy par exemple, qui écrit pour Poker Actu. On a après des joueurs qui écrivent dans des magazines. Donc Nicolas Cardin dernièrement a écrit un article pour Live Poker et puis il va en écrire d'autres. On a
Aubin Casal, qui est le chroniqueur, on va dire, ou un des chroniqueurs vedettes de Poker VIP. Ouais, qui fait beaucoup la couverture aussi des journaux ces derniers temps avec sa victoire dans des WSOP. Alors, il a fait une couverture de Card Player qui avait sorti un numéro spécial online au mois d'août. Ouais. Donc, Aubin s'est retrouvé en couverture. Pour ce qui est des autres magazines, j'ai été très surpris, pour être honnête, que à la limite presque tous n'aient pas envie de faire leur couverture sur Aubin. Ouais. Et la réalité de ce qui m'a été répondu, c'est que si les magazines ne font pas leur couve, en gros, sur quelqu'un comme Elki, Phil Ivey, une grosse star mondiale, les chiffres de vente baissent de façon significative. On en parlera avec Vanessa. On en parlera avec Vanessa parce que ils font ça sur une grosse star mondiale, soit ils le font sur un joueur français sponsorisé pour lequel le sponsor va payer. Ce qui veut dire qu'en gros, le sponsor va donner de l'argent pour que son joueur soit en couverture. Et par conséquent, même si les ventes sont un petit peu en baisse pour ce numéro-là, l'enveloppe versée par le sponsor, si vous voulez, équilibre largement et même favorablement les caisses du magazine. Donc, contrairement à ce que j'espérais, Aubin, à part cette couverture de Card Player numéro de but, n'a pas fait de couverture sur les autres. Voilà. Par contre, je crois que très bientôt, on va se rattraper, Aubin et les autres joueurs de la société, de l'agence, puisqu'on va très bientôt être en couverture d'un magazine très sympa avec qui les choses se font intelligemment. Et pourtant, c'était une grosse perf qu'il a fait. C'était une très grosse perf, c'était la seule de l'été en plus, donc c'est vrai qu'au moment où lui, il a gagné début juin, donc les numéros de juin venaient tous de sortir. Et après, on l'a oublié, quoi. Pour certains d'entre eux, le numéro de juillet était déjà plus ou moins calé, il n'y avait pas de numéro en août. Après, en septembre, du coup, de l'eau était passé. Enfin, ça s'est mal goupillé. Et puis, pour les raisons surtout économiques que je viens d'expliquer, ça s'est pas fait. Donc, c'est vrai que j'étais un peu énervé parce que je trouve ça injuste et que je trouve aussi et surtout complètement stupide d'avoir faire l'impasse au mois de juillet pour la 12e fois, je sais pas qui en couverture. Alors qu'on a un jeune Français de 21 ans qui vient de faire un super exploit, c'est ses premiers Vegas, il arrive, 3e tournoi, boum, il chope un bracelet. C'est tellement beau. C'est le 10e joueur à avoir eu un bracelet en France aussi. Ouais, ils sont rares. Et à son âge, c'est quand même c'est le plus jeune, une belle performance. Oui, on ne peut pas gagner à moins de 21 ans parce qu'on ne peut pas accéder tout simplement. Non, voilà, au WSOP, oui. Voilà, donc c'est le plus jeune. Et puis je veux dire, c'est aussi... sans rien vouloir dénigrer, mais c'est un vrai bracelet, c'est-à-dire que c'était un bracelet à, je sais plus, il faut rappeler que les autres sont en plastique, c'est pour ça que tu dis c'est un vrai bracelet. C'était un bracelet c'était un $5,000 avec plus de 4,000 joueurs dans une variante très compliquée, le mix max où en fait on démarre en full ring pour continuer en short ended et finir en heads up. Ouais. Il a notamment en demi-finale fait le plus long heads up de l'histoire du WSOP avec un duel de plus de 9 heures. Enfin, c'était vraiment un parcours incroyable et un résultat incroyable. Donc, je trouve que il n'a pas été mis à sa juste valeur en une des médias. De même que, pour être très honnête, ça aurait été il y a encore un peu plus d'un an, dans les 3 jours qui suivaient ça, il aurait été signé chez un sponsor. Et que là, 3 mois après, ou même 4 mois après, on a évidemment des touches même sérieuses, mais il est toujours sans sponsor. Sans sponsor, c'est étonnant quand même. C'est assez incroyable. Voilà. Tu as dit que vous sélectionnez les joueurs au départ, donc pour faire partie de The Corporation. Est-ce que à la demande de certains, est-ce que c'est à la demande de certains joueurs ou est-ce que c'est uniquement vous qui partez à la recherche des joueurs pour les intégrer en fait? Alors, quand on a monté la société, j'ai eu des dizaines de demandes, une centaine même certainement, de joueurs sous toute forme, c'est-à-dire par mail, essentiellement par mail, des messages sur le site, etc. C'est vrai qu'on avait eu une petite couverture médiatique sympa quand on a lancé la boîte et que du coup tous les gens pouvaient nous vendre très facilement. Sur tous ces gens-là, il y en a, pour être clair, quasiment aucun, enfin il n'y en a aucun d'ailleurs, dont on a retenu la candidature. Les 9 avec qui on travaille, ce sont 9 joueurs, en gros, que j'ai été chercher moi-même. C'est toi-même qui as fait les démarches, ouais. Voilà, c'est moi qui ai fait les démarches. Il y a juste le premier par ordre alphabétique, Yohan Aubé,
qui nous a simplement été présenté par un ami commun, un journaliste. Et suite à cette présentation, voilà, on s'est rencontrés. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas bien Johan à l'époque. Ouais. Et donc, par contre, en le découvrant voilà, son profil, tout ce qu'il pouvait apporter, enfin, un éventuel sponsor. Il t'a plu. Voilà, sa mentalité aussi, son caractère. Bref, ce mec est super. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un de génial. Et donc, j'ai accepté de le signer. Voilà, pour tous les autres, c'est moi qui les ai contactés à un moment ou un autre parce que j'avais vu une perf, etc. Donc, tu nous as parlé de l'image du joueur aussi dans les magazines. Oui. Et ça, c'est une question que je me pose aussi. Une fois le joueur sponsorisé, son image est gérée par le sponsor. Est-ce qu'elle est gérée uniquement par le sponsor, par The Corporation ou conjointement? Alors, en gros, le sponsor a sa propre ligne stratégique en termes de communication, ses propres contacts dans les médias, ses propres opérations qu'elle souhaite mettre en place, etc. Enfin, qu'il souhaite mettre en place. Maintenant, nous, derrière, rien ne nous empêche d'apporter un plus. Et c'est de toute façon ce que l'on veut faire et ce que l'on fait. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un cas très concret, Émile Petit, qui est chez PMU. Voilà, PMU a ses propres opérations, encore une fois. Il a ses propres accords avec certains magazines. Maintenant, moi, j'ai des rapports privilégiés avec différents médias. Et quand tel ou tel média me demande quelque chose à propos d'Émile, ou quand moi, j'estime qu'il y a des choses importantes à faire savoir, je me permets de contacter certains médias. Voilà, pour mettre en place une interview, par exemple, ou un reportage ou quelque chose. Et donc ça, c'est moi qui le gère directement. Entre guillemets, c'est le cadeau de la maison qu'on peut faire, nous, aux sponsors de notre joueur. Et c'est évidemment un plus dont ne pourrait pas bénéficier un sponsor s'il signait un joueur en direct, un électron libre. Voilà. Ouais. Les joueurs qui sont avec nous, ils sont encadrés, ils ont une vraie aide. C'est vraiment un boulot professionnel qui est fait. Et je pense que c'est très intéressant pour un sponsor, pour un site internet, d'utiliser des joueurs qui sont encadrés de cette façon-là. Évidemment, je prêche pour ma paroisse. Ouais. Et si quelqu'un peut me prouver le contraire, je suis tout oui. Non, mais comme tu l'as dit, ils sont bien encadrés puisque tu as un attaché de presse, tu as un avocat, il y a vraiment un secteur juridique, donc vraiment, ils sont vraiment bien encadrés, quoi. Oui, voilà. On a beaucoup travaillé notamment pour tout ce qui est solutions fiscales ces derniers mois, hein, parce que c'est quelque chose qui évidemment qui est dans l'air du temps et plus que ça. Ouais. Donc on a certains de nos joueurs pour qui on a mis en place des solutions en fonction de ce qu'ils voulaient faire, en fonction de leur situation, parce que chaque cas est différent, donc on est obligé de faire du sur-mesure à chaque fois. Donc on a mis en place des solutions pour certains de nos joueurs. D'autres, dans le cas de Jean-Jacques Marx par exemple, lui il a un vrai métier, il est entrepreneur dans la mode, il a plusieurs boutiques de vêtements, et sa source principale de revenus, c'est son métier. Après le poker, même s'il a été sponsorisé pendant un moment, le poker c'est uniquement pour lui un loisir, une activité dans laquelle il est très bon, très performant, dans laquelle il est médiatisé, mais ce n'est pas son activité professionnelle, ce n'est qu'un loisir. Donc même s'il a fait des gains et qu'il en fait régulièrement, ce n'est pas sa source de rémunération. Donc dans le cadre de Jean-Jacques, et en attendant que la loi éventuellement évolue un jour, et forcément elle évoluera, on a décidé de garder la situation là, donc c'est un statu quo. Voilà. Il joue au poker, comme tout le monde a le droit de jouer au poker. Il déclare rien parce qu'il a a priori rien à déclarer, en tout cas en l'état actuel de la. Voilà, c'est pas le cas pour certains autres de nos joueurs. Donc certains sont à l'étranger, donc pour eux c'est encore un cas différent. Mais d'autres en France, comme Germain Gillard par exemple, etc., ont choisi de se déclarer, de faire les choses dans les règles pour éviter tous les soucis que peuvent connaître un très 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 grand nombre de joueurs professionnels en France et même de joueurs non professionnels, puisque vous avez dû voir il y a encore 2-3 jours un mot de monsieur des arbitres, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a écrit un mot sur Club Poker parce que les impôts l'ont redressé et lui réclament 100% de ses gains de 2009 et 2010, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme 400 000 euros. 400 000 euros, c'est scandaleux, alors que Zerbib travaille, voilà, il a fait ces gains-là sur 2 ans, mais 2-3 années précédentes, il avait peut-être perdu de l'argent, peut-être qu'en 2011 ou en 2012, il en a perdu aussi.
Bon voilà, pour lui, pareil, comme pour Jean-Jacques Marc, c'était une activité, un loisir, une passion, et je trouve assez scandaleux ce qui est en train de lui arriver, donc je lui souhaite bon courage et j'espère pour lui qu'il arrivera à se sortir de ce mauvais pas. Voilà. Et donc, de nos joueurs, les solutions fiscales, excuse-moi, je t'interromps, mais je voulais juste finir là-dessus. Ouais. Les solutions fiscales que l'on a mises en place et que l'on étudie au coup par coup, elles sont aussi ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois déjà des joueurs professionnels dont on ne s'occupe pas, qui sont venus nous voir et qui nous donnent conseil. Donc voilà, si demain un joueur vient et nous fait part de sa problématique, on essaiera de trouver les meilleures solutions et de lui mettre en place une solution adaptée. Voilà. Alors après, nous, tout le travail de réflexion, de recherche, tout ça, c'est gratuit, entre guillemets. Maintenant, après, quand il y a effectivement des actes juridiques, quand il y a une intervention concrète de l'avocat, de l'expert comptable, de ceci, de cela, bon, tout ça a un certain coût, donc on en parle, mais bon, c'est très raisonnable, et puis ça permet, je pense, d'aider pas mal de joueurs dans une situation pas évidente. Lorenzo, tu avais une question, je crois, sur le fisc. Yes. Est-ce que donc tu nous as dit que c'était un groupe de 9 personnes, c'est ça, 9 joueurs. Est-ce que vous serez amené plus tard à proposer certains de vos services à des joueurs extérieurs à la team, ou est-ce que ça va rester vraiment cloisonné à ces 9 joueurs uniquement? Alors Lorenzo, non, nos services en fait sont disponibles pour n'importe quel joueur professionnel. Enfin les services, si tu veux, comme je le disais, les services d'avocat, les services de conseil, tout ce qui est mise en place de solutions fiscales, y compris même, pourquoi pas, si demain un joueur vient nous voir, il y en a un ou deux, là notamment dans les Français qui ont gagné pas loin d'un petit million d'euros respectivement voilà, ces dernières semaines ou ces derniers mois. S'il y en a un qui vient nous voir en disant voilà, j'ai 1 million d'euros ou j'ai 500 000 euros, je ne sais pas quoi en faire, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce que vous me suggérez, on va répondre à cette demande. Donc à ce niveau-là, on est vraiment ouvert, il n'y a aucun problème. Les services qui sont réservés à la Team Pro, ce sont les services directement liés à tout notre travail qui a pour but d'aboutir à un contrat de sponsoring. C'est-à-dire c'est tout ce qui est le service au jour le jour, donc notamment le côté attaché de presse, tout le conseil, tout cet encadrement. Pour eux, il est gratuit et il est voilà, chaque jour à leur disposition. L'assistance logistique sur un tournoi, enfin très très régulièrement, les joueurs m'appellent en me disant tiens, je sais pas trop quoi faire, je fais plutôt celui-là, qu'est-ce que tu en penses? On discute un peu de leur programme de tournoi, voilà, et on décide en fonction de différents critères. Enfin, ça c'est un vrai encadrement et celui-là il est réservé uniquement aux joueurs qui font partie de la Team Pro. Voilà. D'accord. Par contre, voilà, comme je vous le disais, le reste, voilà, c'est disponible pour les autres. Mais évidemment, c'est toujours pareil. S'il y en a un qui a un problème qui nécessite l'intervention d'un avocat, tous les conseils de base de départ vont être gratuits. Par contre, si demain on doit intenter une procédure ou machin, bah, évidemment c'est payant. Bien sûr. Mais c'est important ça à préciser la chose que c'est pas totalement fermé aux joueurs de la team et que des joueurs extérieurs qui gagnent une grosse somme d'argent peuvent obtenir un conseil ou une aide de la part de votre structure. Ça c'est important à préciser, je pense. Oui, bien sûr, voilà, mais que ce soit tous les problèmes en fait d'avocats, d'experts comptables, de fiscaux, patrimoine, tous ces trucs-là, tout ça, c'est à disposition. Voilà, ça existe, on est là. Si des gens ont besoin de conseils, voire d'actes, on est à disposition exprès pour ça, sans problème. Est-ce que l'assistance juridique concerne uniquement le droit français ou elle s'étend au droit international? Bon, a priori, on est très axé sur le droit français parce que c'est ce qui concerne la plupart de nos clients, entre guillemets. Mais maintenant, voilà, on a été interrogé sur des choses qui nécessitaient des notions sur le droit international. Excusez-moi, je m'enrhume. Donc avec des histoires justement de fonds et de déplacements de joueurs qui habitaient à l'étranger. Donc selon les cas, là, à Malte, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Bon. Donc tout ça, ça nécessite une intervention de connaissances au niveau du droit international. Mais je dirais que c'est encore une fois au coup par coup. Donc si ce sont des choses voilà, auxquelles on peut répondre très facilement, on le fait. Après, si ça demande une vraie étude poussée, si ça nécessite d'interroger des confrères à l'étranger, etc., bon, bah, là, effectivement, après, ça peut engendrer des coûts. Mais à la base, voilà, on est ouvert sur le droit en général, et pas forcément uniquement focalisé sur le droit français. Par exemple, Jean-Jacques Bertrand, il a un associé,
là, ça se passe beaucoup comme ça entre avocats aux États-Unis. Donc si demain on avait une opération et quelque chose à régler sur les États-Unis, comme ça a failli être le cas pour un de nos joueurs, on a l'avocat sur place qui est susceptible d'intervenir. Voilà. D'accord, vous avez des relations. Exactement. À l'étranger, d'accord. Exactement. Et par rapport à la fiscalité, puisque on aborde ce thème-là aussi, Oui. C'est vrai qu'il y a un vide juridique autour du statut administratif du joueur de poker professionnel. Et il y a un vide juridique aussi, du coup, concernant l'imposition sur le revenu par rapport à leurs gains. Et je me demandais à quoi les joueurs professionnels doivent-ils s'attendre de la part du fisc français Alors, dans les prochains mois, les prochaines années. Un redressement, un très sévère redressement. Pour moi, c'est pas réellement un vide juridique, c'est une contradiction juridique. C'est-à-dire qu'il y a deux lois qui s'affrontent. La première dit que le poker est un jeu de hasard, puisque c'est la raison pour laquelle il est autorisé uniquement dans les cercles de jeu et dans les casinos. Donc c'est un jeu de hasard et par la loi, les jeux de hasard ne sont pas imposables. Donc ça, c'est la version derrière laquelle se retranchent la plupart des joueurs et qui arrange bien tout le monde. La deuxième version de la loi, enfin c'est pas une deuxième version, mais c'est la deuxième partie de la loi, stipule également que toute activité, à partir du moment où elle est régulière et principale, donc l'activité qui rapporte de l'argent de façon régulière et principale, doit être assujettie à l'impôt sur le revenu. Donc il se trouve évidemment que tous les joueurs professionnels de poker, par définition, leur activité régulière et principale, c'est de jouer au poker et c'est ce qui leur rapporte de l'argent. À partir de là, ils sont censés être imposés. Ce qui, entre nous, me semble tout à fait normal. De l'argent par une activité professionnelle, qu'ils soient imposés, c'est normal. Le problème, c'est qu'il y a effectivement ce pendant et cette histoire de jeu de hasard. Donc la loi est mal faite et il y a un moment, il va falloir qu'elle évolue et qu'elle soit beaucoup plus claire. Voilà. Mais ça veut dire que si le poker n'est plus un jeu de hasard, on va pouvoir le pratiquer partout, plus seulement dans les casinos. Enfin, ça engendre beaucoup de choses. C'est très compliqué. Je pense que c'est pour ça que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Mais en attendant, le fisc se base, lui, sur la deuxième partie de la loi et petit à petit est en train de contrôler et donc derrière de redresser de plus en plus de joueurs professionnels et plus le temps va passer, plus ils vont redresser en gros tout le monde. Donc après les joueurs se défendent, ils prennent tous à droite à gauche des avocats plus ou moins spécialisés, ils se défendent, ils se protègent derrière cette loi sur les jeux de hasard. Bon, donc pour l'instant c'est bloqué, ils ont obligé mis personne en prison, etc., etc. Mais bon, il y a déjà des jurisprudences. Il y a un amendement, l'amendement Petit, là, sur une loi, un amendement qui a été prononcé suite à une procédure du fisc contre Émile Petit et en l'occurrence contre ses parents, surtout à l'époque. Il était jeune, il était chez eux. Bon, Émile, c'est un joueur dont on s'occupe maintenant, donc les détails de ce qui s'est passé, je suis bien au courant. Et il se trouve que Émile a été obligé, au bout du compte, d'accepter une transaction dont il n'est pas forcément mécontent d'ailleurs, mais en tout cas c'est une transaction parce qu'il était chez ses parents et que sinon ses parents étaient directement menacés par l'administration fiscale. Donc il a accepté, c'était en 2009 ou 2010, je ne sais plus, de payer donc une certaine somme d'argent importante, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros d'impôts au fisc, voilà, pour contrebalancer les gains qu'il avait effectués depuis, je crois, 2005. Ah, c'est rétroactif. Oui, il y a des contrôlés sur ses gains de 2005, 2006, 2007 ou 2008. En 2008, en 2009, il a été condamné. En 2010, il a payé. Enfin voilà, en gros, c'est ça. Mais le joueur est déjà imposé il doit déjà se soumettre à l'impôt sur la fortune et la CSG, je crois, par rapport aux gains de plus de 1 500 € qui sont soumis à la CSG en tout cas. Donc, ça, j'ai jamais entendu parler de CSG et puis l'impôt sur la fortune. Moi, j'ai lu ça dans Poker Stratégie. Donc voilà, je le cite. Et donc j'ai vu qu'il était. CSG,
vraiment pas de quoi Poker Stratégie parle en l'occurrence. Et puis sur l'impôt, enfin, il parlait de l'imposition des joueurs et il disait que déjà les joueurs étaient imposés sur l'impôt de solidarité sur la fortune, voilà. Et la CSG à hauteur de 12% sur les gains remportés, voilà. Donc, je me posais la question. Ouais. Non, ça en France, c'est pas du tout comme ça. Il y a absolument rien de tout ça. Alors peut-être qu'il voulait parler d'un prélèvement qui a lieu sur le REC, peut-être. Bon, voilà, ça je sais pas. Mais bon, c'est des choses. Oui, parce que normalement, c'est pas le joueur qui est tellement imposé, c'est surtout les salles de poker et les casinos. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Après, il y a un REC, c'est la loi. Les salles de poker, c'est des sociétés comme les autres. Elles sont taxées d'une façon qui leur est propre. Voilà, mais après, les gens qui gagnent de l'argent avec le poker, c'est complètement autre chose. D'accord. Donc, Olivier, la semaine dernière, sur ce sujet-là, on a pas mal débattu avec Philippe Corza, qui est quand même un gros défenseur de cette cause-là auprès des médias et même des joueurs qui sont actuellement dans le poker. Là, on a eu une news qui est sortie aujourd'hui où Anthony Lelouch devrait apparemment quitter Winamax, donc mettre un terme à son contrat d'un accord avec Winamax, donc pas de souci, pour se consacrer pleinement au cash game. Est-ce que toi, tu penses, comme pas mal de gens commencent à commenter, que c'est effectivement à cause de ce système de taxation que les joueurs du coup vont se retrancher un peu plus sur le cash game qui du coup est un peu moins visible que les tournois? Oui. Dans le cas précis d'Anthony, je peux absolument pas me prononcer. Par contre, plus généralement, effectivement, le cash game est beaucoup plus difficile à contrôler pour le fisc. Ceci dit, à partir du moment où les joueurs vont continuer à être résidents français et où leur seule activité sera de jouer au poker, cash game ou pas cash game, il y a un moment, le fisc va leur demander comment est-ce qu'ils gagnent leur vie, comment ils se sont payés telle ou telle voiture, comment ils mangent, etc. Donc il faudra bien, à un moment ou un autre, déclarer quelque chose et payer quelque chose. Voilà mon sentiment. Après, effectivement, c'est moins visible que le gars qui va gagner 500 000 euros dans un tournoi. Maintenant, ils sont pas très très nombreux à gagner 500 000 euros dans les tournois. Donc voilà, après, le cash game, oui, ça permet d'être plus discret, de dissimuler, mais bon, si ce sont vraiment des joueurs... Émile Petit, quand il s'est fait contrôler à la fin des années 2000, c'était uniquement un joueur de cash game et uniquement sur Internet. Voilà, simplement, et à l'époque, personne ne savait le fisc, etc. Pour eux, le poker, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Je suis sûr qu'ils ne savaient même pas à l'époque que des joueurs pouvaient gagner de l'argent au poker. Voilà, simplement, quand ils ont vu Émile, et là, pour le coup, il le reconnaît, il n'a peut-être pas été très, très, très malin, mais il a vraiment gagné beaucoup d'argent à cette période-là. Ça se chiffre en millions d'euros. Et donc, quand ils l'ont vu à un moment ou à un autre, je ne sais pas comment, mais circuler en Ferrari, en Lamborghini, et avoir un train de vie très, très, très élevé, eh bien, comme on a pu le voir dans certains films, c'est sur le train de vie, en fait, qui s'est fait contrôler et redresser. Et par rapport à la gestion de patrimoine, justement, puisque les joueurs, une fois qu'ils ont décroché un gros gain, est-ce que vous faites du conseil en investissement? Oui, bien sûr. Hein. Oui. C'est le métier d'Emmanuel Lacroix, qui est encore une fois un des 3 associés de la société. Donc effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le joueur demain on va simplifier 1 million d'euros de disponibles, plutôt que le laisser bêtement sur un compte ou d'écouter tout aussi bêtement son banquier qui n'y connaît rien dans la plupart des cas, parce qu'il faut être bien clair qu'aucun même directeur de succursale, enfin d'agence bancaire ne connaît rien en placement de patrimoine, enfin en tout cas c'est très, très limité. Donc au lieu de faire ça, nous on leur propose en fonction de leurs objectifs, de leur situation personnelle, etc. Enfin, en fonction de plein de choses, Emmanuel fait une vraie étude. Donc il va recommander après des placements qui peuvent être des placements immobiliers, des placements boursiers, mais sous une certaine forme. Après, il va y avoir différents placements sur différents termes. C'est-à-dire qu'il va y avoir du long terme, en l'occurrence par exemple de l'immobilier locatif, et puis il peut y avoir du court terme, voire du très court terme. C'est-à-dire que tout bêtement, les gros joueurs, ils peuvent avoir les uns et les autres des bankrolls de plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'accord. La plupart d'entre eux, ils vont laisser
allez, 10, 15, 20, 30 000 euros sur tel site, 15 ou 20 000 euros sur tel site. Voilà. Nous, ce qu'on leur propose, c'est des placements à court terme, par exemple, qui vont leur rapporter très peu. Le court terme, c'est pas grand-chose, c'est 2%, 2,5%. Voilà, ça dépend, ça varie énormément. Mais ça, additionné sur ces sommes d'argent, au bout du compte et à la fin de l'année, ça représente une somme importante. Donc voilà, on divise, si vous voulez, cet exemple de millions d'euros, on va le diviser en petits paquets. Et chaque paquet, on va lui attribuer, on va le placer de façon différente en fonction de différents objectifs. Là, c'est une vraie étude financière et patrimoniale. Après, le joueur en question, ça lui plaît, il accepte, il veut le faire, il ne veut pas le faire. Nous, on va lui proposer, si c'est un placement immobilier, on va lui proposer les biens, la société qui va gérer ce bien, gérer les loyers, etc. Enfin, on fait vraiment un truc complet. Évidemment, s'il nous écoute, comme n'importe quel conseiller financier, on est rémunéré. Donc voilà, pour quel que soit le placement, c'est normal. À un moment, il faut bien aussi, nous, qu'on gagne un peu d'argent de temps en temps. Mais si le joueur nous dit, écoutez, ce que vous me proposez me plaît pas du tout ou me plaît qu'à moitié, il peut prendre et n'utiliser que tout ou partie de ce qu'on lui a proposé. Voilà. D'accord. Et le domaine le plus intéressant pour investir aujourd'hui, alors ce serait quoi ? Ah mais ça, c'est beaucoup trop vague. C'est beaucoup trop vague. Et encore une fois, ça dépend des objectifs, ça dépend de l'échéance, du timing. Est-ce que vous voulez placer votre argent sur 1 mois, sur 6 mois, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans? Voilà. Est-ce que vous voulez prendre des risques, pas prendre de risques? Est-ce que vous voulez... très très difficile. Est-ce que vous voulez défiscaliser, pas défiscaliser? Quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes déjà riche ou pas? Voilà. Oui, c'est ça. À partir aussi de quelle somme gagner on peut commencer à se dire que c'est intéressant d'investir. C'est très variable, hein, mais ça peut être assez simple. Si un joueur demain veut placer ne serait-ce que 100 000 euros, il y a différentes façons de placer 100 000 euros et différentes façons qui peuvent être intéressantes. Il y a un de nos joueurs là, par exemple, qui va très certainement prochainement acheter un appartement pour le mettre en location en province, voilà, dans une petite ville de province. Ce sera un petit appartement, mais ça va lui coûter, je crois, à peine plus de 50 000 euros. Ça paraît incroyable. Moi, j'habite à Paris, à 50 000 euros, je ne savais même pas qu'on pouvait encore acheter des appartements. Mais là-bas, oui, on peut. Et donc, lui, voilà, pour 50 000, il va faire un petit placement intelligent. Il a à peine plus de 20 ans et il aura déjà un petit appartement qu'il va mettre en location, qui va en gros à peu près s'autofinancer. Voilà, c'est très très bien. C'est un très très bon début. Ok, très bien. Je voulais savoir le bilan qui avait été fait au cours pour ces 2 premières années d'activité, en fait, voilà, pour The Corporation. Eh bien, écoute, Christelle, pour être très honnête, le bilan, pour reprendre un terme de poker, je dirais mauvais timing, parce que on s'est lancé et très peu de temps après, avec l'avènement, il y a eu l'avènement du .fr, l'assèchement des recettes pour les sites et puis surtout le Black Friday. Donc, entre la taxation qui est très très mal faite et qui ne permet pas à la plupart des sites de gagner de l'argent, et puis ce Black Friday qui a mis le poker dans un marasme pas possible au niveau mondial, pour être très honnête, on espérait que ça se passe beaucoup mieux en termes de contrats de sponsoring pour nos joueurs. Et malheureusement, c'est pas le cas, puisque pour l'instant, on avait mis le petit, donc encore une fois chez PMU. On avait Jean-Jacques Mars chez MyPoc, mais eux aussi ont été rattrapés par la crise, donc n'ont plus le budget nécessaire pour pouvoir renouveler le contrat dans de bonnes conditions. Alors j'espère, comme je vous le disais, une ou deux bonnes nouvelles prochainement pour un ou deux de nos joueurs, mais pour être très honnête, au niveau des joueurs professionnels, des teams pro, et des éventuels contrats professionnels de sponsoring, les espoirs sont assez limités. C'est-à-dire qu'à part Barrière, qui est encore une team digne de ce nom, PMU également, et enfin Winamax bien sûr, ce sont les seuls. Donc ça fait 3 teams sur les 25 sites au départ, les 15 qu'il reste. Voilà, il y a 3 sites en l'occurrence qui continuent à sponsoriser les joueurs. Enfin, les sponsoriser, je veux dire, de manière correcte, des vrais contrats de sponsoring. Je parle pas de bidouille. Ouais. Et donc, sur ces 3 sites, ils vont aller avoir respectivement 4 joueurs, 5-6 joueurs et 8-9 joueurs. Donc, vous voyez que le nombre de places est très limité, sachant qu'il y a déjà des joueurs en place qui, pour la plupart, donnent satisfaction. Donc, Anthony Lelouch est parti aujourd'hui, donc peut-être qu'il y a une place qui va se libérer chez Winamax, et j'espère qu'on pourra en faire bénéficier un de nos joueurs, mais
Mais voilà, comme quoi je suis honnête. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est très très compliqué. Donc j'attends avec impatience une libéralisation du marché américain, une unification, j'espère la plus rapide possible du marché européen. Une ouverture, et puis surtout une modification de la loi, de cette maudite loi française, qu'enfin on ait droit à cette clause de revoyure, que les sites soient moins taxés, puissent gagner de l'argent et de nouveau investir dans des contrats, dans de la pub, dans du sponsoring, etc. Parce que là, au fil où vont les choses, tout le monde va droit dans le mur et le poker est en train de mourir à petit feu, lentement, mais très sûrement. Voilà le bilan de ces 2 ans. C'est sûr. Donc si les choses n'évoluent pas, je pense que... On va droit dans le mur. Dans un an, on va tous dans le mur et The Corporation aussi avec tout le monde. Voilà. C'est pas le cas en ce moment. Et justement, tes projets à venir, personnels. Mes projets, alors personnels, c'est que si la situation évolue favorablement, ce que j'espère, The Corporation va continuer à grandir, va certainement s'internationaliser. Il est fort possible, si encore une fois, tout ce que j'espère se produit, que l'on commence petit à petit à recruter et à s'occuper de quelques joueurs étrangers. Voilà, une fois de plus triés sur le volet et de très haut niveau. Si jamais la situation n'évolue pas et que le marché du poker se casse complètement la gueule, The Corporation donc, se cassera la gueule avec tout le monde. On arrêtera et à titre personnel, je le regretterai, mais je ferai autre chose. Je continuerai l'événementiel, bien entendu, et puis je me lancerai dans de nouvelles aventures. Okay. Très bien. Les amis. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment, Christelle, c'était très agréable. De toute façon, comme je t'ai dit en off, tu reviens quand tu veux. Il y a quelque chose qui te déplaît, il y a quelque chose dont tu veux parler, quelque chose qui a un intérêt pour toi, tu viens, tu frappes à la porte, tu as nos adresses, il n'y a pas de souci, on t'invite quand tu veux. Aucun problème. C'est gentil à toi. Bonne continuation. Ouais, merci, c'est gentil. Faites un bisou pour moi à Vanessa. Ce sera fait. Elle doit être en train de t'écouter d'ailleurs. J'ai eu le plaisir de la rencontrer, notamment à Cannes il y a quelques mois. Et c'est une fille que j'ai trouvée très très sympa. Charmante, tout à fait. Donc passez là pour moi et bonne fin d'émission. Pas de problème. Elle nous a dit du bien de toi aussi, comme je te l'ai dit en off. Là, je le dis quand il y a les auditeurs, c'est mieux. Pas de problème. Salut, merci Olivier. C'est gentil. Bye. Lorenzo, tu nous fais un petit coup de news? Lorenzo est parti. Il a un petit bug, d'après ce que je vois. Alors, on va le rajouter. Il va arriver dans la conversation dans pas longtemps. Lorenzo, es-tu parmi nous? Lorenzo n'est pas parmi nous. Non. Visiblement. Apparemment, il suffit pas de l'appeler pour me faire arriver. Ah si, Lorenzo arrive, voilà. Et il y a Vanessa qui nous a rejoint. Oui. Salut Vanessa. Bonsoir. Coucou. Ça va? Oh la belle voix. Avec une toute petite voix. On doit quand même prévenir les auditeurs que Vanessa est malade. Elle a une grippe et on l'a contraint à faire une émission. C'est vraiment pas gentil de notre part. On est vraiment très méchants. Surtout que vous me grillez, j'ai pas encore parlé donc. Ouais, mais t'as vu, moi j'avais rien dit, c'est les autres qui s'en sont rendus compte. C'est bien. Et c'est la première à faire l'émission du fond de son lit. Ça, on va pas te le dire. Ça te regarde pas d'abord, t'es bien curieux, toi. Tu nous fais un petit coup de news, Lorenzo, puis après on voit avec Vanessa ce qu'elle a à nous dire. Allez, donc comme on en parlait tout à l'heure, donc la rumeur qui court depuis cet après-midi, donc Anthony Lelouch qui devrait quitter Winamax dans les jours qui viennent. Voilà, donc pas de désaccord particulier entre le joueur et l'opérateur. Donc, donc juste une volonté de se consacrer pleinement au KGM. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que les redressements qui ont lieu ces derniers temps ne sont pas en cause sur ça? Je sais pas ce que vous en pensez vous. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Je sais pas, c'est certainement le cas. Les sponsors demandent beaucoup aussi. On en a parlé un petit peu avec Vanessa cet après-midi. Je lui ai dit que je le demanderais pendant l'émission. Mais les sponsors demandent beaucoup aux joueurs, donc beaucoup d'investissement personnel. Vanessa, tu as peut-être une réaction dessus? Ouais. Oui, disons. Enfin, après, je sais pas pour Anthony quoi précisément, mais peut-être que je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui, au bout d'un moment, peut-être préfèrent voler de leurs propres ailes, quitte à dire non à un sponsor. Si jamais ils s'en sortent, on va dire sans le sponsor, ça leur enlève les inconvénients, on va dire. Ouais, un petit peu comme le cas Isildur il y a peu de temps.
Voilà, je sais pas si c'est son cas, hein, mais après je sais pas si... C'est ce qu'il a dit en tout cas, qu'il préférait se consacrer aux parties de cash game, parce qu'il Voilà, gagnait ouais. plus sur une semaine que sur un tournoi, ce qui est compréhensible. Oui, voilà. Puis après, c'est sûr que Winamax, je pense pas qu'il soit super intéressé par sponsoriser un joueur qui fait que du cash game aussi. Donc voilà, ils ont peut-être plus trouvé leurs intérêts communs. On pourra peut-être poser la question à Michel Abécassis, on l'aura dans une prochaine émission. Parce qu'il a Oui, répondu ou- gentiment aussi à notre invitation. Oui, Lorenzo. Alors après, on a le World Poker Tour de Johannesburg qui vient de commencer avec son D1A, puisque les joueurs peuvent revenir en D1, D2, et avec seulement 74 joueurs. Voilà, donc ce qui fait pas énormément de joueurs. Pourtant, il y avait un buy-in qui n'est pas très important, qui est à 3600 $. Donc, et au terme de cette première journée, il reste 34 rescapés dans cette compétition. Donc ça fait pas énormément de joueurs. Je sais pas ce que vous en pensez non plus. Peut-être que ça fait loin aussi Mais pour les joueurs. Ils avaient prévu combien de jours? Ils l'ont pas précisé, mais c'est pas monstrueux. D'accord. Ouais, c'est un peu le cas de ce qu'on disait avec Philippe Corza la semaine dernière. C'est que les joueurs désertent les tournois, tout simplement. On a parlé aussi vaguement cet après-midi avec Vanessa en off, c'est que voilà, peut-être que la crise est passée par là aussi, que les joueurs ont moins d'argent. Tout simplement, les gens ont moins d'argent pour participer au tournoi. Ça est grand temps, comme disait Olivier, de peut-être réviser l'argel et de faire quelque chose, c'est clair. Parce que autrement, le poker français va droit dans le mur. Ok, next. Vanessa, est-ce que tu connais Cash or Play? Non. Non. Alors, c'est une nouvelle émission télé qui va sortir. Regarde pas la télé. Ça c'était un nom parce que c'est une chaîne concurrente, j'ai l'impression. Ou pas du tout. Non. Non, Donc, non, vraiment pas. Non, d'accord. Non, il n'y a pas de tabou avec Vanessa. Donc ça va être sur Énergie 12. Ça va débuter le 1er novembre, tous les soirs, donc à partir de 1h30 du matin. Et en fait, le principe, c'est très simple. Ça va opposer des joueurs anonymes sélectionnés par le biais d'appels téléphoniques ou de SMS surtaxés. Voilà, donc... Pour se faire plus de thunes. Hein, voilà, en gros, c'est ça. Quoi. Ça va être sympa. Sympa comme concept. Donc, les joueurs retenus s'affronteront dans le cadre de sit and go d'une heure, à l'issue desquels les deux adversaires ayant le plus de jetons seront qualifiés pour l'étape suivante. Voilà, il faudra rappeler pour se refaire qualifier par SMS ou téléphone. Donc, au terme de ce parcours du combattant, est-ce qu'il vaut mieux pas payer l'entrée d'un tournoi en fait? Je pense. J'ai reçu leur pub aussi cette semaine. Le grand vainqueur se fera offrir la somme de 50 000 €. Et à noter que des bonus seront attribués aux candidats. Mais bon, c'est pour un full, tu touches 250 €, un carré 500 €, une quinte flush royale 5 000 €. Donc, voilà. Ce qui paraît pas énorme. Si vous avez de l'argent à perdre, voilà. en SMS. Quand tu as fait ton SNG et que tu remportes le SNG, tu te qualifies forcément pour la phase suivante, non? T'es pas obligé de rappeler pour. Non. Il y aura 6 étapes qui seront programmées et qui verront à chaque fois des joueurs sélectionnés par SMS ou téléphone se joindre aux qualifiés. Ah d'accord, très bien. Ah voilà, ouais, d'accord. Non, bien sûr. En fait, tu passes ton temps au téléphone. Tu joues pas au poker, tu passes ton temps au téléphone. Une fois que tu es qualifié, tu as le droit à un nouveau numéro de téléphone. Vous avez gagné un pass Allo Pass. Bravo. À noter déjà un petit couac pour ce principe-là, à noter que la campagne publicitaire qui vient de débuter a été marquée par le retrait déjà d'un spot télé jugé contraire à la dignité humaine. Voilà, donc j'ai vu les spots télé, c'est vrai que c'est assez trash comme spot télé. Ouais. Voilà, mais pareil, vous le retrouverez aussi sur la bonne adresse de notre Facebook, sur l'émission Poker Showdown. Ouais. Voilà, et dernière actu, le livre qu'on n'a pas pu présenter la semaine dernière, donc Lost Vegas. Je sais pas si tu connais, Vanessa. Non, alors je connais Lost in Vegas, mais... ça, c'est Patrick Bruel, ça. C'est Patrick Bruel qui va perdre à Las Vegas. Alors, c'est tout simplement un livre qui a été écrit par Paul McGuire, qui est un McGuire, je sais pas comment on dit exactement. McGuire, sûrement, parce que ça ne doit pas être un français. McGuire, c'est très français, ouais. C'est l'anglais, c'est l'accent français et anglais, quoi. Je l'ai dit à la manière d'Anthony, un peu. Ouais, attention, parce que Vanessa parle très bien anglais. On va voir ça. On va faire l'émission en anglais après. Ouais, en anglais. C'est bien, ça va être beau. C'est le nouveau défi. La prochaine émission, les news en anglais.
Voilà, donc un journaliste réputé dans le monde du poker qui nous raconte une descente aux enfers et donc tout ce qui peut se passer dans les bas-fonds de Las Vegas. Voilà, donc ce qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans les émissions de poker dignes de ce nom. D'accord, on est loin de Poker After Dark, quoi. C'est les coulisses. On est peut-être plus proche de la réalité, du coup, c'est pas mal. Je pense qu'il y en a plus qui finissent là, qui effectivement. Qui est Poker After Dark à la télé ou à Cash or Play. Qui va se reconnaître, oui. Faut encore avoir un téléphone quand tu tombes plus bas que plus bas. Ouais, c'est sûr. Voilà. Okay. Voilà les qu'on peut avoir cette semaine. Oui, de retour dans l'émission Poker X Action, toujours en compagnie de Vanessa Hellbuck qui nous raconte des histoires de ski. Ça a failli bien déraper. Ouais. Excellent. Ah, je t'ai perdu là. Non, du tout. Justement, j'essaye de retrouver le fil, tu vois bien. Tu peux peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu me parles à moi là? Ah oui, c'est à toi que je parle parce que Lorenzo et Christelle, je pense qu'on les connaît. Ça fait 4 émissions qu'on fait, ils doivent les connaître. Puis c'est toi l'invité, oui. Tu m'appelles Phil, je sais pas, ouais, ça doit être la grippe, j'entends pas très bien. Ouais, vas-y, cherche des excuses. Non. Eh bien écoute, je me présente, je m'appelle Vanessa, je suis maman de 2 petites filles adorables, dont je suis complètement gaga, donc ça c'est mon métier à temps plein. Ouais. Et voilà, c'est ma première grande passion. Ma deuxième grande passion, peut-être étonnamment, je ne sais pas, en tout cas c'est la musique, c'est pas le poker. C'est arrivé plus tôt, on va dire, la musique. Et la troisième grande passion, qui est arrivée un peu sur le tard, c'est le poker. Et j'ai commencé par intégrer une Team Ladies en 2010. C'était la seule Team Ladies qui existait. C'était un concept un peu original, d'une room assez originale aussi, avec un patron avec des idées assez rigolotes. Tu peux citer les noms? Donc c'était Poker 770 qui était un réseau... Oh bah non, fallait pas le dire. epoker.com et regretté. Et donc on faisait en fait que les petits tournois ladies. Moi j'étais super contente parce que de toute façon je jouais des 5 $ à la maison online. J'étais vraiment une geek. J'avais des bons résultats online sur le .com, mais je faisais pas de live, donc j'ai commencé à faire quelques lives avec eux. Ouais, parce qu'il faut le dire, tu joues plus online qu'en live, hein? Moi oui, beaucoup plus à cause aussi, grâce ou à cause de ma famille. Ouais. Je préfère. Et puis après, de toute façon, quelque part, je trouve que c'est aussi psychologiquement, en tout cas, je le prends mieux de buster d'un tournoi ou de 10 tournois online un soir que de faire un trajet monstre et de jouer et perdre au bout de 2 heures. Voilà, c'est un truc sans mes enfants, je le vis plus mal, voilà, on va dire. C'est une force, tes enfants, ta famille, c'est oui. Vraiment. C'est ça, ça peut être une faiblesse peut-être, mais souvent je pense que je l'utilise en force parce que quand justement je me sépare d'elle, comme je fais très peu de live, je me donne à fond, on va dire, quoi. Après, il y a quelques ratés où effectivement, je parle pas des résultats, hein, pour moi ça n'a vraiment rien à voir, mais on va dire quelques ratés où j'étais pas super motivée. Mais sinon, généralement, j'y vais 100%, quoi. Mm-hmm. Oui. Anthony. C'est ta présentation? En fait, voilà, c'était... et après, on va dire, j'ai fait pas mal de tournois Ladies 2010 qui se sont bien passés et ça s'est terminé par la victoire du Ladies à Vegas, donc c'était super sympa forcément parce que c'était notre plus gros tournoi, nous. En 2010 aussi, hein. Voilà, c'était le plus gros field que j'ai jamais joué. Il y avait combien de joueuses? Plus gros buy-in, 1054 précisément. Ah, c'est énorme. Donc c'était le tournoi le plus prestigieux que j'avais fait moi en fait dans ma petite carrière poker finalement, quoi. Ouais. Aujourd'hui pour un pro 1000 $ de buy-in c'est rien presque. Moi c'était mon plus gros buy-in, quoi, clairement, avec la possibilité d'avoir aussi forcément c'était le plus gros prize pool. T'avais déjà fait un autre tournoi avec un buy-in similaire juste avant en avril à Monte Carlo. Le seul que j'avais fait, c'était un 1000 €, il me semble, à Monte Carlo. Juste avant, effectivement, j'avais fait 5e ou je sais plus combien. J'avais fait 5e, ouais, 5e, c'est ça. Mais c'était vraiment, sinon, les autres, c'était vraiment des 100, des 200, des 300, quoi. Donc pour nous, ça faisait quand même un beau palier. Et surtout, Vegas, avec le field, le prize pool devient vite magique, on va dire.
c'est impossible aujourd'hui en France, n'importe où même, hein, de mettre 1000 euros et de pouvoir prendre 200 000, quoi. Là, c'était donc ton plus gros prix aussi encaissé, alors, Oui. Vegas. Oui. 192 000 et ça, dollars. Et de loin, quoi, je vais te dire même. et ça reste toujours à l'heure actuelle ton plus gros gain encaissé. Ah oui, d'autant plus même, je vais te dire à l'heure actuelle, parce que sur 2011, après ça, et jusqu'à maintenant, j'ai vraiment, vraiment run bad. Enfin, je joue toujours peu, mais j'ai vraiment rien fait, quoi. J'ai fait 2 petites TF avec vraiment des petits gains, donc Mm. je me suis plus Ouais, orientée mais online. à chaque fois, t'es dans les gains, quoi. C'est ce que je te disais cet après-midi quand on voit ton palmarès. Tu disais, oui, j'ai pas beaucoup de lignes à l'Edenmob, mais à chaque fois, c'est soit la table finale, soit juste à côté, quoi. C'est ça, c'est que moi, en fait, c'est mon tempérament, c'est ce que je te disais off Ouais, ouais. tout à l'heure. Je suis un peu tout ou rien, comme dans la vie. Donc, il y a un moment donné, moi, j'y vais, si tu veux, pour. Souvent, en fait, je vise même pas TF. C'est peut-être très bourrin, mais en fait, je vise la première place. Et après, rien ne peut me détacher de ce but-là. Et c'est ITM, c'est pas ITM, c'est pas grave. Moi, j'y vais, quoi. Je me dis, voilà, je suis devant, bah, je risque le 80-20, je risque le 60-40. Bon, pas forcément. En parlant de ça, justement, j'avais parcouru ton blog, puisque il faut dire aussi que tu as un blog qui s'appelle Dame de Pique, Oui. qui malheureusement n'est pas remis à jour très souvent, Non, ce qui est j'écris dommage. peu. Tiens, prends ça dans la tête, hein. Au passage. Sur l'avant-dernier article lié, justement, tu te poses des questions sur est-ce qu'il vaut mieux être gagnant dans un tournoi et tenter la gagne, ou justement faire une place payée, si je Oui. me rappelle bien. Oui, c'est ça, je faisais un article un peu sur les décisions parce que ça m'a forcément, au bout d'un moment, fait me poser des questions. Faut assumer ce jeu-là, on va dire. Et je l'ai assumé très longtemps, mais si tu veux, au bout un an et demi, 2 ans à faire ça, et des fois, tu sais très bien qu'en fait, tu es troisième d'un tournoi sur 100 et il y a 99 payés, tu t'arrives à buster centième. Bon, t'étais pas forcément obligé de te friter avec le chip leader, etc. C'est des décisions que j'ai prises à ce moment-là. Pour moi, c'était des spots rêvés. Je pense que je replongerai encore aujourd'hui et qu'il faudrait le faire. Mais au fond, après, c'est plus dur à accepter, quoi. Tu bustes alors que t'étais super bien. Tu sais très bien que tu pouvais à ce moment-là partir boire un café, revenir et t'étais ITM et t'as choisi de pas le faire. Voilà. C'est d'ailleurs. Ouais. Oui. C'est d'ailleurs un problème qu'on, je pense, beaucoup. Non, mais c'est d'ailleurs un problème qu'ont beaucoup de joueurs, c'est-à-dire que ils ont tendance à vouloir vraiment se maintenir, quitte à rentrer ITM avec en étant short stack, plutôt que de tenter d'aller chercher effectivement la gagne sur un tournoi. Oui, je pense après ça c'est vraiment une question de caractère et il se trouve moi je suis pas du tout. Je pense que c'est très lié au fait d'être scared money ou non. Moi, il se trouve que comme si tu veux, je dépense jamais, je vais jamais faire un tournoi qui est pas dans ma bankroll. Donc je suis jamais scared money. Moi, je joue jamais, je vais jamais jouer la maison de ma famille. Donc à un moment donné, j'ai jamais peur. Et si tu joues avec la peur, je pense que, enfin moi, je pourrais pas jouer avec la peur en tout cas. La peur de perdre cet argent, tu veux dire, investi. Ouais, c'est ça. Alors que si jamais, moi, une fois que j'ai les jetons devant moi, ils représentent plus une somme, quoi. J'arrive à enlever ça. Et je me dis pas, c'est un 10 000 euros, c'est un 1000 euros, c'est un 100 euros. J'ai envie de gagner, voilà. T'as été initié au poker par ton frère, je crois. Oui. C'est ça. Et ton mari aussi, qui joue. Ah non, alors, mon mari il joue à tout sauf au poker, Au par poker. contre. D'accord. Mais Les jeux on vidéo. joue beaucoup tous, à plein de jeux, en fait. T'es une fan de jeux vidéo. Voilà. C'est ça, J'ai jeux lu vidéo, aussi. jeux de plateau, jeux de rôle. Échec Et- aussi, non, je crois. Comment? Échec aussi, non, je crois. Alors échec, backgammon plutôt. Ouais. Sinon échec, je pense que j'ai pas assez de. Non, non, Non. non, non, non. J'oserais pas là. Non. Et donc, tu as démarré, d'après les informations, à partir d'un satellite par touche à 35 euros. Ou d'ailleurs, c'est ton voisin qui t'a dit allez, tu peux quand même te l'offrir celui-là, vas-y. Et du coup, tu as obtenu une place pour ton ticket pour Cannes, où tu as fini 8ème, si les informations sont bonnes. Ouais, c'est ça. J'ai attendu 8 mois avant de jouer ce tournoi-là et j'ai rien fait d'autre en attendant, à part jouer online. Je continuais à jouer mes petits 5 euros. Et j'attendais ça un peu comme Noël, quoi, comme une gamine. J'étais vraiment super contente ouais, de faire des lives, quoi. Et c'est vrai que
35 euros en l'occurrence à l'époque, même si c'était pas du tout mon métier, ça restait dans ma bankroll possible poker. Donc du coup, j'ai fait ça pour tester. Je trouve que c'est sympa des petits buy-in comme ça pour commencer à tester des lives en tout cas. Ouais. Parce que c'est vrai que tu as démarré avec 50 $, 50 euros. C'est ça, moi j'ai mis 50, t'as mis 50 euros. Mais même depuis, si tu veux, je suis quelqu'un vraiment qui n'est pas très intéressante, je pense, pour une room, quoi, parce que je remets pas beaucoup d'argent. Si tu veux, souvent je mets une fois et puis c'est fini, quoi. Si jamais je tombe à 50 euros, ben je me débrouille pour remonter à 3000, mais je remets pas, quoi. D'accord. T'as plus de sponsor. Des défis. Alors non, ça s'est fini avec Turbo Poker. Enfin, on a mis ça un peu en attente parce qu'il y avait, c'était pas vraiment un sponsor, on va dire, c'est une promotion. Donc il y a aussi des contraintes derrière cette promotion, en fait, auxquelles je pouvais pas répondre. Ouais. Il y avait beaucoup de présence online à un moment où moi j'ai déménagé, je partais à Vegas. Enfin, c'était très difficile. Mais comme j'entretiens de très très bonnes relations avec eux, disons que je sais pas, je suis pas coupée dans le futur, quoi. Il y a une autre room aussi avec laquelle t'as pas voulu signer. On n'est pas obligé de citer le nom si ça te dérange. Et c'était justement parce qu'il y avait beaucoup de contraintes aussi. On en a parlé aussi cet après-midi. Et c'était quoi les contraintes en fait? C'est-à-dire qu'il y a des rooms où oui, moi j'estime qu'en fait quand tu as un énorme contrat, ben tu peux demander beaucoup en fait à la personne et que ça doit être proportionnel finalement au contrat. C'est-à-dire que tu peux pas donner un petit contrat entre guillemets à quelqu'un et lui demander un article par jour, d'être présent tant d'heures par jour sur le site. Moi, du coup, disons que par rapport à ma famille, je veux bien jouer, il n'y a pas de souci. Justement, online, ça m'arrange bien. Mais si c'est pour revenir à des contraintes comme un live, si c'est un vrai boulot, ouais. Un vrai investissement. il faut vraiment peser le pour et le contre. Vaut mieux être célibataire et avoir 18 ans, quoi. Bah après c'est une question de choix, hein. C'est vrai qu'après moi j'aurais voulu un juste milieu et c'est pas évident en fait. Ouais. Déjà comme disait Lorenzo, ton blog n'est pas à jour, alors à écrire en plus pour une room qui est pas la tienne. Ça. Je suis moins assidue aussi, c'est vrai que ça fait beaucoup en fait tout ça. En fait je fais aussi des commentaires pour AB Productions depuis 2 ans. Ouais. Il y a évidemment, je joue en ligne. Ça fait beaucoup. Et après, bien sûr, je te dis, si je m'entends bien avec une room et qu'il n'y a pas de souci, qu'ils comprennent mes envies, mes besoins, moi, je peux totalement aussi m'adapter. Je suis pas une princesse, je les snob pas, mais je pense que c'est un échange, quoi. Je te compare un petit peu, moi, à la Chris Moneymaker du côté féminin. Alors, je dis que c'est pas pour le poids quand même, parce que là elle va partir. Non, c'est pour la. Non, c'est pour la barbichette. C'est pour la façon de démarrer en fait, puisqu'on se rappelle que Chris Moneymaker a démarré avec $1 et arrivé à se qualifier pour un gros tournoi à Las Vegas qu'il a gagné. Voilà, donc c'est un peu tu me fais penser un peu à ce modèle de joueur qui joue vraiment que sur Internet en tant qu'amateur et derrière avec un ticket gagné dans Vegas et... Ouais, c'est ça, il y a pas mal il y en a quelques-uns quand même aussi qui venaient pas, disons qui avant de perfer venaient pas forcément du poker high limit, mais c'est vrai que c'est plus rare aussi, quoi. C'est un parcours plus rare, ouais, c'est ça. Ça consiste en quoi à peu près le temps que tu consacres online par jour? Enfin, si c'est par jour ou par semaine, je sais pas. Maintenant, c'est assez récent parce que là, du coup, oui, j'ai déménagé, je me suis pris un petit bureau, c'est un peu différent. Mais avant, c'était pas forcément le cas. Là, je me dis quand même pas mal de temps, je pense. Mon objectif, on va dire, c'est une vingtaine d'heures par semaine, quoi. Ok. Et t'as fait, excuse-moi, je t'ai coupé, non? Non, je crois pas. Et je voulais savoir, tu as fait très peu de tournois mixtes. C'est un choix ou... Alors en fait ça non, c'est juste au tout début avant de gagner ce tournoi, moi en fait peu m'importait mixed ladies, c'était juste le buy-in. Donc il se trouvait que à ce moment-là les moins chers étaient les ladies. Le SAT à 35 € dont on parle, il n'existait pas en mixte en fait. Et il se trouve que pour ce buy-in là, les casinotiers pour nous faire venir aussi faisaient des structures pas trop dégueulasses par rapport aux équivalents mixtes en fait.
C'est-à-dire par exemple un 500 euros Ladies EPT, la structure est mieux que le 1000 euros Mixed Side EPT qui est une boucherie totale. Après ça peut être des boucheries quand même, mais à buy-in équivalent c'est mieux en fait. Donc du coup au début, puis après aussi mon sponsor, entre guillemets sponsor, mais Ladies nous offrait ça, donc on faisait ça. Mais après depuis, j'en ai quand même fait des mixtes. Là, c'est juste que maintenant, quand je passe par un endroit où je vois un Ladies, je fais le Ladies par défaut. Mais sinon, je préfère au fond faire des mixtes, quoi. Toujours en direct de l'émission Poker avec Shodan, avec notre malade de la soirée, Vanessa Elbuic, qui ont fait subir un interrogatoire. C'est-à-dire que plus en plus les minutes passent, plus la fièvre va monter, ça risque d'être assez délirant, mais vous me prévenez. Hein. Non, on te laisse délirer, nous. Hein. C'est ça, ça part en vrille. T'avais une question, Lorenzo? Non, oui, si, donc, Lorenzo est là. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à partir si loin à Las Vegas pour aller faire ce tournoi, puisqu'on sait que t'aimes pas trop chez toi, donc les tournois que t'as fait, c'est Monte Carlo, Dublin, Berlin, donc c'est vraiment en Europe. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas et à partir à Las Vegas? En fait, c'était dans notre petit programme Ladies, c'était si jamais en fait ça se passait bien, qu'il y avait un petit retour médiatique sur la team, on était censé justement terminer ça ensemble à Vegas en fait. Donc du coup, on y est allé avec toute la team 770, c'est-à-dire un wagon quoi, parce qu'il y avait aussi des qualifiés, il y avait genre 2 avions. Ils ont rempli le balise eux tout seuls quoi. Okay. Donc du coup pour toi c'était vraiment en plus le tournoi où tu pouvais faire ta perf et gagner, puisque tu n'étais pas destiné éventuellement à revenir sur Vegas après, donc c'était vraiment le moment pour le faire quoi. Oui, puis comme tu disais c'est loin, donc je me disais là je pars pas pour rien quoi, mais après aussi d'un autre côté je me disais bon vu le run good juste avant, je me disais statistiquement celui-là il est pas pour moi quoi, mais bon après tu te bats quand même quoi. Comment redescendre de ce nuage médiatique, parce qu'avant très peu de gens te connaissaient en fait? Oui, c'est. Et là, ça a été l'effervescence, comme je te l'ai dit cet après-midi. Quand on cherche quelque chose sur toi sur Google, c'est la seule chose qu'on voit, c'est championne du monde 2010. Voilà. Oui, c'est un peu triste de te résumer à ça. Hein. C'est d'ailleurs ce que je t'ai dit. Les journalistes visiblement pensent que tu te résumes qu'à ça. Je suis un vrai. Ils te voient pas online, c'est pour ça, je crois. Ils voient pas l'autre côté. Justement, t'as été ambassadrice pour le Pokerton. Oui, tu aurais peut-être pu le laisser répondre à ma question, Christelle. Oui, mais je savais pas, j'avais pas compris que tu avais une question. Donc, si, je lui ai demandé comment on redescendait de ce nuage médiatique. Écoute, c'était particulier. Hein. C'est vrai que ça m'a fait bizarre, surtout en fait en live après, en tournoi, finalement, parce que d'un seul coup, on veut te jouer, ou alors d'un seul coup, t'as un journaliste derrière qui note ta main, et en fait, tu te dis, oh là là, normalement, quand même, je dis au hasard, mais tu te dis, bon, normalement, je suis pas censé, je sais pas, défendre 9 et 7 de trèfle en grosse main. Pourtant, j'ai envie, quoi. Du coup, je le faisais plus, tu vois, je me disais, ça craint trop, donc j'ai essayé de faire un poker hyper en ligne, et tout, et c'était assez bizarre au début, quoi. Et d'abord au début j'ai un peu tilté, j'avais envie d'arriver en TF tout le temps. Ouais, t'as cru que c'était tous les jours fête en fait. Je bustais super tôt. Et après j'ai eu un moment aussi où j'ai voulu essayer de jouer en règle comme il fallait. Ouais. Et c'était moins excitant du coup. Mais sinon par rapport à ta question sur vraiment le côté médiatique, tout ça, c'est ni agréable ni désagréable, on va dire, pour moi quoi. C'est quelque chose qui était inhérent presque à la victoire d'un bracelet. Après je peux pas dire que ça m'ait pas plu, mais pour autant ça fait beaucoup en fait d'un coup. En même temps je pouvais dire non, mais j'ai pas pensé en fait à après quoi finalement sur le moment. À l'après poker, à l'après médiatisation de ce bracelet, tu veux dire? Oui, sur le moment, tu sais, t'as quelqu'un qui t'appelle pour une interview, donc tu réponds. Moi, je réponds super franchement comme ça. Et puis après, tu te rends pas forcément compte que du coup,
tu vas arriver à Cannes, n'importe où en France. À ce moment-là, il n'y avait pas aussi en plus autant de bracelets. Ouais. Donc tu arrives et puis il y a un peu un côté, les gens se retournent, tu les entends chuchoter, il y a carrément des gens qui racontent une main que t'as pas du tout joué comme ça contre eux. Oh, tu te rends compte, elle m'a pété les As avec Roi 2, tu sais, en fait toi t'avais les As et lui il avait Roi Dame, enfin tu te dis mais... Le bracelet. C'est vrai que tu deviens quand même sur une table, t'avais l'impression de devenir une cible à abattre, que les joueurs voulaient te sortir avec des mains improbables. Est-ce que quand t'arrives à une table... Oui. Après, je pense que c'était vraiment une réalité. Je pense pas que ça soit de la psychose, c'est vraiment pas de la parano. Je pense qu'il y a vraiment des gens. Alors, c'est pas du tout le cas des joueurs pros, parce que, quand même, a priori, s'ils sont pros, ils tombent pas dans ce genre de considération. Mais un joueur lambda, on va dire, c'est vrai que des fois, il suffit qu'en plus, ça soit un petit peu un peu un macho. Et alors là, c'était la cible idéale, quoi. Être une femme, ouais, voilà. Alors du coup, tu le vois folder As-Dame contre le gros lac de la table, et contre toi, il te colle 10-2, quoi. 150 blindes, pan, et le coup, tu comprends pas ce qui t'arrive, et voilà, et c'est vrai que ça, c'est arrivé quand même. Alors en fait, j'ai pas su exploiter ça au début. Je pense qu'effectivement, quand j'en ai parlé à d'autres joueurs, ils m'ont dit, mais ça, faut faire avec, faut s'adapter, parce qu'en fait, le jour où t'as du jeu aussi, t'as des livraisons de partout. Bon, mais c'est vrai que comme j'ai pas eu de jeu. Mais toi, donc, tu nous dis que contre les joueurs pro, on joue différemment. Donc tu te considères pas, même avec ce bracelet-là, comme une joueuse professionnelle? En fait, je me considère comme grande passionnée, mais par rapport à mon temps passé et à mon peu de live, je peux pas, moi, me considérer professionnelle par rapport à ce que je vois des autres, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis loin des gens qui font que ça. Mais après, je pense que ça n'a rien à voir, par contre, avec mon niveau mon degré de passion, ou même avec mon niveau au poker, qu'on sait pas trop, de toute façon, je pense, se situer. On sait pas trop, toi tu sais pas trop où te situer. En fait. Enfin, tu m'as dit que t'avais pas eu de coach. Pour situer les gens, c'est pas évident, je pense. De toute façon, il n'y a pas une échelle, quoi. C'est pas un jeu comme les échecs, donc c'est pas si évident de dire lui, il est meilleur que lui. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si évident que ça. Et tu m'as dit que t'avais appris toute seule, hein. T'as pas eu de coach. Hein. Jamais dans toutes les teams dans lesquelles t'es passé. Hein. Non, j'ai pas eu de coach à part justement des amis quand même, mon frère, à un moment qui justement n'était pas forcément un professionnel, mais pour autant c'est pas pour ça qu'il avait pas un jeu gagnant en petite limite, qu'il avait pas des bons conseils. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu quelques bouquins quand même, mais j'y vais beaucoup à l'instinct, donc c'est sûr que ça veut pas dire que j'ai pas besoin d'un coach, mais c'est peut-être moins vital, quoi. T'en as fait quoi de ce bracelet? Il est supposé sur ta cheminée ou... Ah non, il change de place, il voyage. Et t'as fait profiter de ta médiatisation justement pour le pokerton. Moi j'ai vu en 2011. Oui, Et oui, tu es oui. toujours ambassadrice? En fait, je ne sais pas, non. Je sais pas s'ils vont me demander. Je n'y suis pas retournée malheureusement l'année dernière, mais en fait, ça me tient à cœur. Depuis, j'ai fait quand même pas mal par rapport, on va dire, à mes déplacements poker, j'ai quand même fait pas mal d'humanitaire entre guillemets. De caritatif. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a d'ailleurs deux semaines, t'es parti en Belgique d'ailleurs faire un tournoi, si je me rappelle et si je me trompe pas. Ah non. Non, alors, tu te trompes. D'accord. Donc c'est ton statut en fait te sert aussi pour les œuvres caritatives et ça te plaît beaucoup visiblement. Bah, j'aime bien, je me dis si ça Ou peut, humanitaire. oui, c'est ça, c'est que je pars pas non plus faire les écoles en Afrique, quoi. Tu donnes pas beaucoup, ouais. Tu donnes pas beaucoup de toi, mais quelque part, tu vois bien que ça fait des heureux entre guillemets facilement, quoi. Donc ça fait toujours plaisir, ouais. Puis, généralement, t'es accueilli, enfin tu vois quoi, tu vois le plaisir et la chaleur des gens, la sincérité, quoi. Ça fait du bien. C'est clair. Je pense aussi. Et donc toi, en termes de jeu à la table, t'es très très conservatrice. Tu joues peu de mains, mais Alors tu pas joues du pas... tout. Alors je te jure D'accord. pas du tout. Oui. Alors à ma table, t'as pas joué du tout comme ça alors. C'est vrai ou ça? Au Winamax Poker Tour en avril. Oula, t'es sûr? Alors j'étais la deuxième table alors, non? Ouais. On s'est vu la fin de la journée juste avant que tu bosses. Au D2. Ouais, au D2, ouais.
Au D2, effectivement. Alors demande au D1. Ouais, parce que moi j'ai lu justement Non, que voilà, tu t'ennuyais visiblement parce que tu jouais pas. Non, au D2, j'étais verte parce qu'il me semble que déjà, il y avait un gros taré à ma gauche. Et en plus, Ouais. je suis arrivée. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai foiré, justement. Il me semble que j'ai foiré un bluff et que après j'avais plus de jetons et j'étais card dead, j'ai plus rien fait. Mais j'ai sauté assez vite le D2. Mais Et sinon, t'as sauté sur un tirage, si je me rappelle bien. c'est possible. Mais visiblement tes bluffs ils passent pas tous puisque dans l'émission du WPT avec Patrick Bruel, que j'ai mis cet après-midi d'ailleurs sur YouTube, tu dis que il te demande à un moment donné quel est ton plus gros bluff et tu racontes un bluff que t'as manqué d'ailleurs. Ah oui? Je sais pas si tu t'en souviens. En fait, t'avais As-Roi et t'as tout envoyé. C'était le début d'un deep stack. Et croyant. Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est cool. Ça, c'est super drôle. Moi, j'adore parce qu'en fait, après, bon, bah, c'est sûr, tu peux vite passer pour une fiche, hein, mais ça me dérange pas du tout parce que moi, c'est mon côté fofolle et ça me plaît beaucoup. C'est ça qui me fait rire, en fait, c'est de surprendre. J'arrive à me surprendre moi-même des fois. J'arrive à avoir des commentaires, si tu veux que ça soit en ligne ou quoi. Il y a quand même des fois des furieux ou des Allemands qui me mettent oh my god, et ça me fait mourir de rire derrière mon écran. J'adore, quoi. C'est super, quoi. C'est quand vraiment tu bluffes le nuts, par exemple, bah j'assume et ça me fait beaucoup rire. C'était le cas là, on peut- avec ton quoi. As-Roi, je crois que ton adversaire avait un brelan flopé et que ça allait être dur. Il avait carrément brelan, on était deep, mais moi en fait j'ai vu tirage 15 flush, je me suis dit jamais on m'enlève de ce coup. C'est fini, 200 blindes, 150 c'est pareil, on m'enlève pas, et puis C'est pas la place qui compte. comme un porc. C'est pas la place qui compte comme tu disais. Il y a une question sur le chat pour toi. Est-ce qu'il y a comment tu conjugues ta vie familiale et le poker? Bah du coup c'est assez compliqué, mais maintenant c'est un peu moins compliqué, justement on a fait des changements du genre le déménagement, je suis moins en plein Paris, donc du coup rien que d'avoir un petit bureau à part c'est déjà bien. Après, bah justement, je me mets des limites pour pas partir trop longtemps loin de ma famille. Mais après, ça reste acceptable. Si je pars une fois, 2 fois par mois, il faut aussi se séparer de ses enfants de temps en temps. Donc, si je partais travailler tous les jours dans un bureau, ce serait pire au fond. Ouais. Et donc, du coup, bah, je profite beaucoup d'elle. Ton bureau, c'est que pour jouer? Bah alors, je joue aussi à Diablo. Hein. C'est pas que pour jouer au poker. Après Elki et Starcraft, aussi Vanessa Elbuik et Diablo. C'est ça, c'est pas que pour le poker, mais je joue à la contrée sur Facebook. Non, mais On va pouvoir créer un circuit parallèle des joueurs de poker. je pense, oui. De retour en direct dans l'émission Poker X Action, toujours en compagnie de Vanessa Elbuik, la malade imaginaire. Non, Shooter la ville. c'est ça, C'est ça, tout à fait. totalement. Comment ça s'est passé après la réaction avec ton sponsor vis-à-vis de ton bracelet? Ils t'ont demandé Vis-à-vis plus d'investissement? de mon sponsor de l'époque, Ouais, de l'époque, bien sûr, ouais. bah, en fait, juste après, T'as il y a changé. il y a eu Argel. Il l'a viré. Il y a eu l'argel. Non, juste après, il m'a dit viens en Belgique, à Londres, à Malte, tu seras super bien pour jouer sur le point .com. Donc voilà, super. Mais bah, il y a eu Argel genre 2 mois après. Ok, mais avec ta famille, t'as pas voulu bouger. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, non, j'ai eu plusieurs bad beats comme ça. J'ai eu Argel, le premier gros bad beat quand même. Ouais, beaucoup l'ont eu celui-là. Et deuxième gros bad beat, le Black Friday quoi. Ouais. Ça c'était pas cool parce que j'étais bien partie avec une room que je voulais. Un paquet l'ont eu aussi, celui-là. Et plouf. Ouais, ça c'est pas fait. À la place, il y a eu le Black Friday. Donc ça c'est pas, non, c'était pas trop possible du coup. Donc du coup, ton bracelet est tombé au bon moment, quoi, en plus. Oui, bah du coup, c'est ça. C'est ça un peu, oui. Mais c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus compliqué, hein, entre Argel, les impôts, enfin faut quand même battre le field, faut battre la règle de la room, faut battre Argel, faut battre les impôts. Ça fait beaucoup. C'est sûr. C'est Faut un grand avoir combat. un super retour quoi. C'est un discours qu'on entend dans la bouche des joueurs de semaine en semaine. Bah, c'est impossible en fait, il y en a qui avaient calculé justement ça. A priori, je crois que c'est Flavien Guenant qui avait répondu à ça avec Lucille et je ne sais plus, qui avait répondu il y avait un article là-dessus, on leur demandait
comment c'était possible, et puis Flavien répondait qu'en fait c'était pas possible. Donc comme ça, ben, c'était clair. En fait, il disait, il donnait en exemple que justement les premiers gagnants français ne pourraient pas être gagnants en payant des impôts dessus. Donc finalement, ça calme, hein, C'est clair. comme constatation. Ouais, il faut les c'est vivre à assez dur. l'étranger, quoi. C'est assez dur. Il faut les vivre à l'étranger. Encore une fois, c'est pas évident pour quelqu'un qui a une famille et qui a toutes ses habitudes en France. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, bah voilà, oui, niveau moi, j'aime beaucoup le poker, je suis très passionnée, tout ça. Maintenant, Il y a avec ce qui Diablo. se passe, pas de statut, etc., je me dis, j'attends un peu pour même savoir si j'ai envie de devenir professionnelle avec ce que ça implique, Voilà. rester professionnelle en France, quoi. Parce qu'il faut rappeler que tu es joueuse amatrice. Voilà, C'est c'est ça. Je important. pense que je suis semi-pro, euh, mais que maintenant, bah, il faut avoir envie. Maintenant qu'on le sait, ça, maintenant qu'on sait qu'en fin de compte, l'État pense que finalement on est imposable. Avant, on le savait pas, donc évidemment, les décisions étaient plus faciles à prendre. Maintenant qu'on a cette donnée, c'est énorme. Il faut quand même maintenant prendre la décision de soit on continue en France et on se dit qu'on va battre tout ça, soit on part, soit on arrête, quoi. Ou alors on en fait justement par plaisir comme ça, Parce mais qu'il pas pour vivre. parce qu'il faut rappeler qu'à côté, tu es quand même graphiste en freelance, c'est ça? Ouais, graphiste Et et que- pianiste, Et que tu bosses pas mal de nuit, puisque tu dors pas beaucoup. c'est ça, ouais. Donc du coup, tu bosses pas mal de nuit et le poker vient se rajouter à côté en tant que... D'autres passions, quoi. Voilà. T'es pianiste aussi, c'est comme ça qu'on t'a présenté d'ailleurs quand tu as gagné le WSOP. On a dit Oui. une pianiste qui sort de nulle part. J'espère. Je me souviens très bien de ces articles-là. et tu as le temps encore pour le piano? Oui, parce que ça, je prendrai toujours le temps. Moi, j'ai commencé toute petite et je suis d'une famille de musiciens, donc du coup, ça fait vraiment partie de moi. Je pourrais jamais arrêter longtemps, quoi. J'ai fait toutes mes études dans la musique, les lycées musicaux et tout, enfin, où c'était aménagé Ouais, donc t'étais comme pas sport études et tout, j'étais à fond. très prédestiné à venir au poker en fait. Non, Au mais jeu, on va en dire, général. je faisais peut-être autant de musique que de jeux à côté. Par contre, moi, j'ai toujours joué une tonne, hein, donc ça pouvait être carrément Warhammer. Et là, si vous connaissez Warhammer, je peux vous dire, C'est un des heures de tournoi à jeu, quoi. côté, c'est rien. Enfin, c'est le main event, quoi, Warhammer. Ça dure très longtemps. Et moi, je peignais les figurines en plus, hein, donc ça, c'était monstrueux, quoi. Une vraie fan quoi. Et je pouvais passer des nuits sur Quake, sur Tekken. Il y a des jeux violents en plus quoi. Oui, je suis un peu de guerre, hein, moi. C'est vrai que je suis pas. Ouais. Des Je jeux suis de un guerre, tout ça aussi, j'ai entendu. Ouais. Je suis assez masculine, en fait. Il faut se l'avouer. Bah, Après- justement, ça rejoint un peu ma question. Je dis, penses quoi des femmes au poker en général? Oh, bah, franchement, rien du tout. Je pense que je les considère comme des joueurs, quoi. Et je Ouais. pense il ne faut jamais sous-estimer un adversaire, après, que ce soit une femme, une N'importe personne quel sexe. âgée. Par- Donc j'en pense rien. J'ai toujours Les femmes, prôné les femmes l'unisexe. souvent, pardon. Non, non. Mais les femmes souvent disent ça, qu'elles veulent pas de comparaison, que les hommes et les femmes au poker, voilà, on joue et puis point. Mais les hommes, eux, font la différence. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est un sport entre guillemets qui était quand même pas très pratiqué par les femmes en général. Oui. Donc des fois, on a un peu l'impression de débouler dans un milieu de camionneurs, quoi. Ils sont pas tous comme ça, mais quand même, ça se voit que même si tu lis les premiers livres sur Vegas et tout, quand même, c'est quand même un milieu de cow-boy. Tout le reste nous l'a prouvé en plus après, parce que finalement, ça s'est pas forcément amélioré, quoi, depuis. Quand on voit le Black Friday, tout ça, bon, c'est pas super confiant. Et là, du coup, ouais, je pense que ça. Ils sont pas habitués, quoi. Mais après, c'est bien sûr pas le cas de tous, quoi. Heureusement, hein. Mais on va dire un homme en général, même si par exemple je le bats à Tekken, il est pas super content tout de suite, hein. C'est pareil, hein. C'est vrai. Ça dépend, hein. Il y en a qui le prennent mal, hein. Revanche. T'as un message peut-être pour les femmes qui désirent jouer et qui n'osent pas franchir le pas? Ah bah oui, Toi qui l'as écoutez, franchi.
Il faut, je pense que le principal en tout cas c'est sa bankroll pour pas avoir de... Parce qu'au fond le poker c'est bien et tout mais il y a quand même énormément... La plupart des gens sont quand même perdants. S'il n'y avait pas 90% de perdants, les pros et les semi-pros ne seraient pas là. Donc je pense que pour autant moi j'aime gagner et pour autant j'ai pas forcément envie que les 90% restants s'engouffrent totalement. Je pense qu'il faut faire attention. Tant qu'on fait attention à sa bankroll, en fin de compte on risque pas grand-chose. C'est juste quelque chose à respecter. Finalement, on peut même être un joueur perdant, respecter sa bankroll, tant qu'on a les moyens de se le payer sans que ça pénalise la famille ou soi-même, c'est pas grave. C'est vraiment la chose première de s'occuper et de savoir gérer son capital. Oui, moi je pense qu'une fois qu'on a ça, après finalement on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça dépend quels sont les buts. Quelles ambitions on a, oui. Voilà, mais pour une fille qui veut démarrer, je trouve que ça soit ladies ou pas ladies, il faut démarrer par un petit live pas cher, quoi. Ça sert quand même à rien d'arriver, même si on a les sous pour. La fille qui arrive à un WPT, bon, a priori, elle va se faire laminer, quoi. Après, pourquoi pas, hein, mais... Ouais, elle a peu de chance, ouais. Après, c'est tant mieux aussi, parce que généralement, dans ces gros fields-là, quand même, les joueurs aiment bien se repaître des fiches rentiers, comme ça. Ouais. C'est quand même le gros fiche qui arrive, c'est génial, quoi, un fiche riche, au fond. Au fond. Qu'on se le dise. Mais bon, il y a moyen de faire des petits trucs avant. C'est ce qu'on dit souvent quand on fait les cours de poker gratuits, que les joueurs viennent nous voir par rapport au fait qu'ils jouent un tournoi et qu'ils veulent avoir un cours avant. On leur explique qu'il ne faut pas espérer non plus grand chose, puisque c'est la première fois qu'ils jouent et que ça va être très très dur de tout contenir, quoi, le stress, l'attitude fiche à la table, plein de choses, quoi. Moi, je dirais qu'il faut quand même faire attention à pas brûler les étapes, en fait. Je sais que juste après le Ladies, pour autant, j'avais pas envie d'aller me payer des 10 000 euros parce que c'était pas des fields que je connaissais et j'ai envie de gagner, en fait, les limites avant de passer au-dessus. Comme en cash game, quoi. En fin de compte, je joue pas tellement en cash game, mais en tournoi, je fais pareil. T'aimes pas ça parce qu'il n'y a pas le défi, il n'y a pas de but final. Parce que du coup, j'ai souvent dit, du coup, je sais pas quand partir en fait. Parce que je me dis, est-ce qu'il faut partir quand du coup je me dis, il faut que je parte quand j'ai plumé toute la table et qu'ils s'en vont. Alors. quand tu restes à la table et qu'ils ferment la table. Le casino est fermé, mademoiselle, faut partir. Voilà. Tu as gagné la table de cash game, tu peux rentrer chez toi. Donc du coup, je reste et je me dis bon, alors est-ce qu'il faut que je parte quand j'ai perdu 2 caves parce que c'est plus raisonnable, mais en même temps, quand j'en ai gagné 3, est-ce qu'il faut que je parte parce que c'est cool ou est-ce qu'il faut que je reste parce que du coup j'ai un edge à la table, donc je sais pas et je m'ennuie. Donc du coup, j'ai fait quand même du cash game au Omaha pour apprendre et ça m'amuse plus. Mais sinon, non, j'arrive pas à trouver un but. Ça t'amuse plus que le cash game Hold'em. Ouais, parce qu'on peut jouer plein de... Putain, c'est génial, t'as des cartes flush et tout. T'as des carrés, t'arrives à perdre avec un carré, enfin, c'est génial, quoi. Et à quelle limite, du coup, le cash game Moi, je joue vraiment, alors ça peut aller... En fait, j'adore jouer tout court, donc moi, ça me dérange pas. Je me donne à fond dans un free roll ou dans un gros buy-in. Donc, du coup, je peux jouer... carrément entre la 5-10 centimes et la 5-1, quoi. Donc, on a bien compris, c'est un mental de gagneuse, quoi. Ouais. Le plaisir de jouer avant tout. Hein. Oui. Je pense que c'est super important. Si t'arrives, tu prends pas de plaisir, c'est quand même dommage de choisir un métier comme ça. C'est ce qu'on disait en off, quoi. Sans plaisir, bon ben... Et Vanessa, j'ai une joueuse qui sur le chat donc avait fait aussi Ladies à 35 € chez Partouche et qui te remercie pour tes petits conseils. Je crois que c'est une joueuse que Anthony t'a eu en coaching sur Poker XY qui est Karine. Ah d'accord, pas de rien. Voilà. Il avait peut-être fait le même Partouche, du coup il y en a eu pas mal des sats. Voilà, peut-être que c'est elle qui t'a permis d'aller à Cannes et de cheater. C'est pas sympa pour Karine, mais bon. Involontairement. Je crois pas parce qu'elle a été très proche de la table finale ce jour-là. Voilà. Ah, donc. Et tu as une petite demande en mariage de la part de Mama. Voilà. Oui, alors ça je lui ai répondu oui tout de suite, de toute façon elle sait, donc ça c'est fait. Voilà. Il paraît d'ailleurs que c'est ton coach aussi. Que Mama est ton coach. Tout à fait. Ça, on le savait tous. Oui, oui. Et d'ailleurs, elle n'a pris que moi. Voilà. Je lui prends tout son temps. Très bien. On s'est vu à Cannes au WSOPE avec... Vous avez été à la même table d'ailleurs.
Bah oui, c'est-à-dire on était entre copines, je leur ai dit la prochaine fois on fait ça à la maison parce que finalement il n'y aura pas de Drake. Il y avait que des filles qu'on connaissait quoi. Comme c'était enfin pas tout petit film mais assez petit, forcément il y avait des chances de se retrouver quoi. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit que tu lui avais pris tous ses jetons jusqu'au Du dernier. Du tout. C'est pas mon genre. Toi qui viens que pour la gagne. J'ai visité toutes les autres du coup. Non, non. Et c'est Ça a failli intéressant. bien se passer hein, ce tournoi, mais voilà, failli. En fait, tu fais beaucoup de ladies en fait. Oh bah, dès que je passe à un endroit où il y a un ladies, je le fais. Et si jamais. Ben, après, je fais aussi des tournois depuis avec My Poker Squad. Ouais. Donc, du coup, en priorité, je stacking. favorise les mix. Mais s'il y a le ladies au milieu, c'est clair que je le fais, quoi. En stacking, hein, comme on en a parlé cet après-midi. Avec My Oui. Poker Squad. Ouais, et c'est une super équipe, donc ça fait vraiment du bien d'être avec eux. C'est aussi la liberté. Il y a moins de demandes qu'avec un sponsor. Hein. Ah bah oui, clairement. C'est-à-dire que il faut pas. Ça veut pas dire que My Poker Squad n'est pas regardant quant à ses recrues, mais par contre, ça n'a rien à voir. Ils savent où se placer et ils sont plutôt dans l'optique de vous apporter quelque chose, ne serait-ce qu'un échange entre joueurs et de vous faire des tournois. Au-dessus de votre bankroll finalement juste pour la beauté du tournoi ou pour un titre que un sponsor quoi. C'est sûr que c'est vraiment pas pareil. Donc comme on est aussi on est beaucoup chez My Poker Squad, c'est une team très sympa quoi. C'est aussi un des critères de recrutement, donc ça fait plaisir. Donc il faut rappeler que c'est pas une team qui te finance les tournois. C'est vraiment c'est vraiment des joueurs, comme on peut avoir sur le chat lambda qui vont déposer de l'argent pour venir te financer tes tournois. Voilà, c'est ça. Quand tu sens que tu vas pas gagner. Tu dis celui-là je le foire, tu donnes 80 Voilà. stacking. Donc, le ladies, je donne 2%. Non. Donc à tous ceux qui sont sur le chat, Du tout. Vanessa a la grippe. D'accord. Donc évitez-la pendant 15 jours et dans 15 jours vous pourrez remiser sur elle puisque la 3e semaine elle aura vraiment envie de gagner de l'argent et de gagner des tournois. Elle aura la pêche, voilà, elle aura fait la diète de tournoi donc elle aura envie d'en gagner. Voilà, donc dans 3 semaines ce sera le bon moment pour aller stacker Vanessa et je pense que j'irai mettre 1 euro sur toi. Je vais revenir avec tes crocs. Ouais, de retour en direct dans l'émission Poker XY avec Shodan, où ça chambre énormément pendant les pauses. On va se faire un petit portrait chinois avec Vanessa. Ça promet, ouais. Donc, je te réexplique le concept, c'est tu réponds à la question si tu étais en fait. Ok. Hein, le concept c'est si tu étais une carte à jouer, tu serais quelle carte? Ah, une seule? Ouais, une seule, ouais. Ah ouais, d'accord. T'as une main. La dame de pique, non? Une carte, bah oui, du coup. Hein, vu que c'est ton pseudo sur Enroom, bah je t'ai un peu aidé là pour la première. Lorenzo. Bah oui, c'est sûr. Ouais, si tu étais une combinaison au poker. Une combinaison. Ah ouais. Une combinaison, c'est 2 cartes. Je serais Ah bah non, moi j'allais te dire je serais une quinte flush ventrale. Bah bien sûr, c'est pas que 2 cartes une combinaison, il y en a plusieurs des combinaisons. Mais Lorenzo découvre le poker, c'est pour ça. Pourquoi 2 cartes tout de suite? Non, je serais une quinte insidieuse. Oh joli. Ici. Sournoise. Si t'étais une championne ou un champion de poker. Quelqu'un qui te... J'ai plus de voix. Ah bah je serais Elki. Je veux dire. Ouais. Tant qu'à faire, hein. Mais c'est aussi parce qu'il est geek. Si tu étais un conseil au poker. Je serais la sagesse de la bankroll. Je me doutais un petit peu de cette réponse. Oui. Avec moi, tu peux jamais te broke, quoi. C'est vrai. Si tu étais un super-héros. Alors ça, j'adore les super-héros. Alors il y en a plein. Je vais dire une fille, hein, quand même. Je serais Storm. Ororo. Ah, je connais pas. X-Men. Mais oui. Storm avec les cheveux blancs. Je vois, les cheveux blancs en combinaison voilà. bleue. Si t'étais une chanson.
Ah, c'est facile pour toi en tant que pianiste. T'inquiète Et pas, Oui, alors je vais te sortir, je vais me la péter, je vais te sortir, juste pour que tu traduises, je vais te sortir une chanson en anglais au titre Accoucher dehors. Oui, bah bien sûr. Tu vas aimer, hein, c'est pour toi. Oui. Euh, Je vais passer tout de suite à l'autre question. Je serai Thoughts of a Dying Atheist de Muse, Oui, que qui j'ai pas donc trouvé. sont les pensées d'un athée mourant. Voilà. C'est gay, hein, ça j'ai pas dit non plus. En même temps, j'ai 39 et tout, tu vois. Ah, c'était peut-être chanson, mais est-ce que si tu étais un film, tu serais quel film? Waouh. C'est dur, c'est con ça, mais c'est dur. Ah, je sais pas, t'es plus les affranchis ou J'ai un homme et une femme? qui me viennent, donc je vais dire Ah, mais pas un Pulp film Fiction, dessus. allez. Ah, très sympa. Non, Desperado, voilà, ça c'est encore plus moi, parce que ça c'est plus drôle. Voilà, Desperado, c'est parfait. Ok, si t'étais un parfum ou une odeur. Un parfum, une odeur. Je serais un parfum citronné du genre tartine et chocolat. Si t'étais un juron. Un juron, je serais un juron du sud, mignon, quoi, genre couillon de la lune, des trucs comme ça, cacou, j'aime bien. Je- C'est mignon, quoi, ça reste gentil. Ouais, gentil, quoi. Mm. Un poison? Tu en es déjà un, ton mari nous l'a dit. Un poison. Je plaisante, hein. Un poison, le venin d'un serpent, Mhm. une vipère. Une vipère, ouais. Si t'étais une injustice. C'est dur ça. Ouais, surtout pour être Bah, malade. Une injustice, bah écoute, je serais moi avec mon contrôle fiscal. Je considère que c'est une injustice. Non, c'est vrai, C'est vraiment. injuste, enfoiré. Vraiment, c'est injuste. Ouais. Arrêtez de Puisqu'on le piquer rappelle, l'argent aux honnêtes gens. On le rappelle, elle est joueuse amateur de poker. Voilà, Bah non, mais honnêtement, voilà, c'est vrai que si moi je suis considérée comme joueuse pro, ben, je pense que beaucoup vont s'inquiéter, sincèrement. Ouais, bah, en Sincèrement, même temps, l'État s'inquiète bloquez-vous pas. tous, écoutez-moi. L'État s'inquiète pas et en attendant, ils vont prendre Ceci l'argent. est un message code rouge. Non, Toute c'est la vrai, team, toute la team My Poker Squad, ils sont morts. Écoutez Storm, s'il vous plaît. bah, tous en fait, hein, tous tout court, ouais. Ouais. Donc voilà. Si t'étais un des sept péchés capitaux. Et je me rappelle plus tous les 7. Hein. Bah si, bah Lorenzo va nous les rappeler. Alors qu'un seul, je serais. Je suis pas sûre de connaître les 7 non plus, mais. L'avarice, Alors la non, ça, c'est sûr. gourmandise, Bon, pas tant que ça, à part La pour le luxure. chèvre. la luxure, Ah ce qui non, est pas non ton cas plus. puisque tu caches ton fait, je suis bracelet. pas- Alors, les 7 péchés capitaux, je peux te les rappeler si tu veux. Nous avons Bon, l'avarice et la luxure, ça va pas du tout. l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Oh là là. Bon, bah alors la gourmandise, du coup. Ah, mais moi, par contre, quand j'avais regardé le WPT, tu avais dit que ton désir c'était quand même d'avoir un deuxième bracelet. Ouais, mais c'est parce que l'envie, j'ai l'impression, dans les 7 péchés, enfin, dans les 7 machins. Capitaux. Péchés capitaux, ouais. C'est ça. Eh ben, j'ai l'impression que l'envie, là, c'est jalouser les autres. Mais si Non. c'est l'envie d'aller plus loin, alors l'envie, oui. Je crois que la jalousie fait partie de ces péchés capitaux. Bah, c'est peut-être l'envie, du coup, non? Non, mais du coup, en fait, c'est très simple. Elle avait l'envie d'avoir un deuxième bracelet, mais du coup, comme l'argent est passé par là, J'ai plus envie. ça a changé son péché capitaux. Si, j'ai toujours envie. Mais, Mais moi, mais cette fois, je déclarerai. Hein. Non, mais. non, bah alors l'envie et la gourmandise en deux. Ok. Si t'étais un dessert. Et je serais d'un fromage blanc à la crème de marron. Waouh. Miam miam. Ça recherchait ça. C'est bon surtout. si tu étais un don de la nature. Un don de la nature? Comme J'ai savoir toujours les questions les voler, ou plus hein. savoir voler, voir à travers les murs, je sais Oh là pas. là, un Tu don connais de la Storm un peu, nature, non je serais immortelle. Si t'étais un proverbe, pardon, une devise ou un proverbe. Bah, je serais un proverbe tordu parce que moi je suis championne pour ça. Généralement, je te dis qui vole un œuf, vole un ours. Tu vois, enfin, je suis la pro de mixer. Donc je serais un espèce de truc improbable. Improbable, quoi. Un truc qui n'existe pas, ouais.
Ou un proverbe chinois qui n'existe pas. Ouais. Si t'étais une position du Kama Sutra. La plus répandue, c'est la levrette, pour ceux qui connaissent pas le Kama Sutra en entier. Je crois qu'il y a plus de 1000 positions. Ce serait un... Ouais, je connais pas forcément les noms non plus. Des missionnaires aussi. Non, alors là, quand même... C'est chiant, ça, quand même, aussi. Ah, tu peux expliquer autrement. Fais un dessin. Bon, bah, je dirais un truc quand même un peu acrobatique, n'importe quoi. Qui réveille, un truc qui réveille. Ouais. Voilà. Et donc, la dernière question, la question subsidiaire, la question qu'on a fait ici, la question tirée Ardisson, est-ce que Sucé s'est trompé? Et c'est celle-là que donc on t'a laissé l'honneur de poser. C'est tombé sur lui. C'est tombé sur moi, c'était au hasard. Ah oui. Voilà. Je ne développe pas, tu remarqueras. J'ai pas entendu moi la réponse. Moi j'ai dit oui. T'as dit oui? Ouais. Je rappelle que Nicolas Darvaux a dit non. Juste pour lui remettre une petite couche. On avait bien rigolé. Les gens vont répondre non. Enfin, sauf ceux mariés avec la femme qui écoute. Mais... C'est vrai, on n'a pas eu l'occasion de le poser à Philippe. On sait pas ce qu'il nous aurait répondu, mais on l'aurait invitera de toute façon. Il a toujours beaucoup à dire. Oui. On va se quitter là-dessus, Vanessa. On va te laisser tranquille un petit peu pour te reposer et reprendre des forces. Voilà, je vais dormir 24 heures. Et là, on va voir ton médecin qui va venir nous chercher des noises. Je vais manger du miel et ça va aller. Ouais. On te remercie en tout cas. C'était très gentil de ta part de venir participer à l'émission. Merci à vous. On t'en prie. Et bonne continuation. Merci, c'est gentil. Merci. Gros bisous. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès aux cours de poker gratuits sur PokerXY. PokerXY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant? French Poker Radio. The best music on the best radio.